Bonsoir, bienvenue à la rencontre. Écoutez, il y a des gens qui sont avec nous en ligne ce soir, donc je laisse mon collègue quelques instants voir si les gens se connectent tranquillement. Est-ce que ça a l'air de fonctionner? Parfait. Donc voilà, eh bien, bonsoir en bonne et due forme et bienvenue à cette rencontre, à cette consultation publique sur le projet de règlement sur l'ajout d'une unité d'habitation additionnelle à une maison unifamiliale isolée. Donc, vous avez vu, il y a toutes sortes d'appellations différentes. On va vous en parler un petit peu plus tard. On entend parler de mini-maisons, de maisons de jardin. Donc, il y a certaines distinctions, mais l'idée, c'est le règlement qui va gérer l'ajout d'une unité d'habitation. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Priscilla Lafont. Je suis conseillère en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications. Puis, j'ai le plaisir d'animer la rencontre ce soir. Alors, merci d'être là, de prendre le temps de vous informer, puis aussi de participer à une activité de consultation publique. Donc, on l'apprécie beaucoup et c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Écoutez, ce soir, on est heureux là, de vous recevoir et puis de vous présenter ce projet de règlement là, qui est bien attendu. Donc, la consultation de ce soir, elle a été annoncée de différentes façons. Entre autres par le biais d'un communiqué de presse, par courriel à nos listes d'abonnés et puis via les médias sociaux. Donc, on vous offrait la possibilité d'assister en salle, mais on avait également la possibilité d'assister en ligne à la présentation, à la rencontre. Ce qui fait que ce soir, on est en rencontre qu'on dit en mode hybride. Alors moi, ce soir, je suis en salle avec apparemment, on avait une cinquantaine d'inscriptions. On n'a peut-être pas encore atteint complètement le nombre de participants. Et puis, on a des gens qui sont avec nous en ligne. Donc, Dave, est-ce que tu peux me dire, on est à combien de participants en ligne? 95. Donc, on avait presque le double d'inscriptions. Donc, ça va peut-être monter encore plus, mais de toute façon, je vais vous le répéter plusieurs fois, mais la présentation puis l'enregistrement vont être disponibles en ligne pour écoute en différé. Donc, toute personne qui sera intéressée pourra réécouter la rencontre. Alors, voilà. Les gens qui sont en ligne, je ne sais pas, peut-être seulement vous préciser, on est en mode webinaire, ce qui fait que vous n'avez pas accès à votre caméra, vous n'avez pas accès à votre micro, donc vous êtes un peu comme des spectateurs et c'est seulement au moment de la période d'échange et de questions que vous allez pouvoir utiliser l'outil questions-réponses qui est situé au bas de votre écran. Et là, on va vous inviter à nous écrire ou à formuler vos commentaires par écrit. Alors voilà. Alors, ben, sans plus tarder, je vous présente les gens qui sont avec moi ce soir, qui m'accompagnent. Tout d'abord, Madame Marie-Pierre Boucher, qui est conseillère municipale du district électoral Louis XIV. Elle est membre du comité exécutif responsable des dossiers de planification de l'aménagement du territoire et du logement. Bonsoir, Madame Boucher. À l'extrémité complètement, on a Monsieur Bernard Bourgeois, qui est directeur à la section administration des permis. Donc, c'est la gestion du cadre bâti à la gestion territoriale. Bonsoir. Juste à côté, Madame Vanessa Dionne, qui est conseillère en urbanisme au service de la planification et de l'environnement. Et puis, juste à côté d'elle, Madame Nathalie Cournoyer, qui est conseillère en urbanisme également, du côté de la gestion territoriale. Alors voilà, avant d'aller plus loin, ben, je vais inviter maintenant Madame Boucher à vous adresser quelques mots. Bonsoir. Merci à ceux qui sont en salle aujourd'hui. Je me demandais jusqu'à quel point on faisait concurrence au soleil et au beau temps. Donc, c'est un plaisir de vous avoir ici. Aux gens en ligne aussi, je suis très contente de savoir aussi que ça pourra être écouté en différé, puis on pourra recevoir des questions et commentaires par la suite aussi. Euh, Vous savez, ce projet de règlement-là, ça fait quand même quelques années que c'est réfléchi à la Ville de Québec. En 2020, lors de la vision, le dépôt de la vision de l'habitation, il était question des unités d'habitation accessoires. Et on a travaillé la réglementation pour arriver avec une proposition aujourd'hui. On a un contexte qui est changeant. Vous le savez, on a un taux d'inoccupation à la Ville de Québec qui est de 0,9, donc très bas. On se doit de travailler, mettre en place des actions qui permettent la densification. Et la densification, elle est différente d'une place à l'autre. Elle doit être. On a des secteurs de la ville, des secteurs, par exemple, où il y a des unités, des bungalows, par exemple, où le plus un peut être la façon de faire de la densification. On sait que si le tiers des gens qui possèdent des bungalows à Québec rajoutaient un plus un, on viendrait vraiment diminuer, voire
on ne sera plus en situation de crise. L'idée, c'est de venir arriver avec un équilibre de 3 de 3 de taux d'inoccupation pour sortir justement de cette crise-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vient vous présenter, c'est une des façons de pouvoir créer de l'habitation supplémentaire dans un contexte où il en manque, dans un contexte où la population est vieillissante, où on doit trouver différentes façons finalement pour permettre aux gens d'avoir un toit sur la tête et d'être bien, de pouvoir voir l'avenir finalement dans notre ville. Donc, merci d'être présent et ça fera un plaisir de vous écouter, entendre vos questionnements et avec les collègues qui pourront répondre parce que vous avez des personnes ici en place qui vont pouvoir répondre à la majeure partie de vos questions et sinon, ce sera pris en note pour un retour plus tard. Donc, merci. Merci beaucoup, Madame Boucher. Donc, rapidement, le déroulement de la rencontre, ben, c'est assez simple. Il va y avoir une présentation du projet de règlement et bien qu'on est pas mal certain que la présentation risque de répondre à plusieurs de vos interrogations, ben, après la présentation, on va quand même avoir une période de questions et commentaires. Donc, je vous donnerai là, des petites consignes rendues à ce moment-là. Je vous précise évidemment que la rencontre est enregistrée puisqu'on va la rendre disponible en ligne. Et vous aurez également la présentation là, qui sera disponible et ce sera sur la page sur laquelle vous vous êtes inscrite ce soir. Donc, sur la page des activités de participation publique, vous allez pouvoir retrouver l'information en vous rendant là. Donc, sans plus tarder, ben, je vais céder la parole à notre présentatrice officielle. Madame Dionne, c'est à vous. Merci. Alors, comme Mme Lafont l'a mentionné, là, au niveau de la présentation, je vais passer sur la mise en contexte. Je vais présenter les modifications réglementaires ainsi que les prochaines étapes. Puis, il y aura une période de questions-commentaires par la suite. Au niveau de la mise en contexte, donc, comme Mme Boucher l'a expliqué, là, nous sommes dans une crise du logement en ce moment. La volonté de la Ville, c'est de créer 80 000 nouveaux logements d'ici 2040. Puis, cette volonté-là s'inscrit dans la vision de l'habitation dans le plan de mise en œuvre accéléré 2023-2026. Puis, la modification réglementaire s'inscrit dans ce plan de mise en œuvre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir un éventail de possibilités. On veut diversifier les types de logements qui sont offerts sur le territoire de la Ville de Québec. Pour que tout le monde parle le même langage, pour qu'on parte tous sur une même base ce soir, on va regarder ensemble quelques définitions. Donc, premièrement, une habitation de un logement isolé, qu'est-ce que ça signifie? Bien, c'est un bâtiment isolé de un logement. Donc, on fait référence à la maison unifamiliale isolée. Quand on parle d'une habitation de deux logements, on peut penser à un duplex. Donc, c'est une habitation qui comprend deux logements, vous aurez bien compris. Ensuite, on a le logement d'appoint. Ça, c'est un nouveau terme qu'on introduit à la réglementation avec la modification que je vous présente ce soir. Puis, le logement d'appoint, c'est un logement qui est aménagé à l'intérieur du bâtiment principal. Le logement d'appoint est plus petit que le logement principal. Puis c'est principalement ça la différence avec l'habitation de deux logements. Donc, quand on a une habitation de deux logements, un duplex, les deux logements peuvent avoir une superficie de plancher pareille, mais quand on a une notion de logement d'appoint, la superficie de plancher du logement d'appoint est plus petite. Ensuite, on a la maison de jardin, un nouveau terme aussi qu'on introduit à la réglementation, qui correspond à un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal dans lequel est aménagé un logement. Donc, comme on peut voir, l'illustration parle bien, puis on va revenir aussi plus tard sur les différentes conditions à respecter. Au niveau réglementaire, vous savez probablement que le territoire est divisé en zones. Puis dans chacune des zones, il y a des usages qui sont autorisés. Si on regarde à l'écran, là, vous avez la carte. Dans les zones qui sont en orange, ce sont les zones où les habitations de un logement maximum sont permises. Donc, il y a seulement les unifamiliales isolées qui sont permises dans ces zones-là. On est principalement dans les arrondissements de Sainte-Foy-Cédric-Cap-Rouge et des Rivières. Dans la plupart de ces zones-là, on vient permettre le logement bigénérationnel. Pour avoir un logement bigénérationnel, il y a deux conditions qui s'appliquent. Donc, la personne à qui on loue le logement bigénérationnel, on doit avoir un lien de parenté ou un lien d'alliance avec ces personnes-là, avec ces occupants-là. Puis, il doit avoir un lien physique aussi à l'intérieur qui unit ces deux logements-là. Donc, vous comprendrez que le logement bigénérationnel, ça a certaines contraintes, là, il y a certaines restrictions que ça l'apporte.
Les zones qui sont en verte les zones en vert là, sur la carte, pardon. Donc, ce sont les zones où les habitations de 2 logements sont permises. Donc, on peut voir que ça se retrouve dans la plupart des zones résidentielles sur le territoire de la Ville de Québec. On va passer maintenant aux modifications réglementaires. Donc, c'est le règlement modifiant le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux unités d'habitation additionnelles. Donc, ça, c'est le titre du règlement que je vous présente ce soir. C'est le RVQ 3294 qui modifie le RVQ 1400, qui est le règlement d'harmonisation, ainsi que les règlements d'arrondissement. L'objectif de la modification, c'est d'assouplir les dispositions relatives au logement supplémentaire, le fameux logement bigénérationnel que je vous ai parlé. En fait, la modification, on va venir supprimer l'obligation du lien particulier entre les occupants des logements. Donc, on n'a plus besoin d'avoir un lien d'alliance ni un lien de parenté. On peut en avoir un, il n'y a pas de problème, mais ce n'est plus une obligation. On vient aussi supprimer l'obligation d'avoir un lien physique à l'intérieur entre les 2 logements. Donc, les 2 logements n'ont plus besoin de communiquer à l'intérieur. Puis, ces modifications-là, en fait, l'objectif, c'est de permettre l'aménagement d'unités d'habitation additionnelles. Donc, en gros, on vient assouplir les dispositions qui sont en lien avec le logement bigénérationnel pour permettre les unités d'habitation additionnelles qui sont plus permissives. Une unité d'habitation additionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un terme parapluie qui regroupe justement le logement d'appoint et la maison de jardin. Vous voyez les illustrations à l'écran. Donc, le logement d'appoint, ça peut prendre différentes formes. Comme c'est un logement qui est à l'intérieur du bâtiment principal. Donc, on peut penser à un logement qui est aménagé au sous-sol d'une maison, un logement qui serait aménagé au 2e étage, au-dessus du garage, par exemple, ou dans un agrandissement. Puis, on a la maison de jardin qui, elle, comme je l'ai mentionné déjà, c'est dans un bâtiment accessoire qui est détaché de la maison. Maintenant, on rentre dans ce qui est plus réglementaire. Donc, ce sont des termes peut-être plus techniques, mais on va essayer de décortiquer ça ensemble. Puis, si vous avez des questions sur ces conditions-là, n'hésitez pas, la période de questions est là pour répondre à vos interrogations. Donc, une unité d'habitation additionnelle, c'est un usage qui est associé à un usage du groupe H1 logement. Ça signifie que l'unité d'habitation additionnelle peut être associée à une maison unifamiliale, par exemple, mais elle ne peut pas être associée à une maison mobile. La maison mobile, c'est un autre groupe d'usage. Oui. Excusez-moi. Ensuite, le logement principal est dans un bâtiment isolé de un logement, donc une unifamiliale isolée. Donc ça, c'est un point très important. Une unité d'habitation additionnelle doit être associée à une unifamiliale isolée. On ne peut pas avoir une maison jumelée puis avoir une unité d'habitation additionnelle. On ne peut pas non plus avoir un duplex puis avoir une unité d'habitation additionnelle. Il faut vraiment que ce soit une unifamiliale isolée. Donc ça, c'est une condition là, assez importante. Ensuite, on a la condition qui dit que le logement principal doit être dans une zone où la classe habitation est autorisée comme usage principal. Donc, si, par exemple, on a une habitation qui est dans une zone industrielle où la classe habitation n'est pas permise comme usage principal, bien, on ne peut pas avoir d'unité d'habitation additionnelle. Ensuite, une unité d'habitation additionnelle, c'est un logement entier distinct du logement auquel il est associé. Donc, c'est vraiment un logement à part entière. Il y a une seule unité d'habitation additionnelle qui est autorisée par logement. Donc, les citoyens ont le choix, c'est soit la maison de jardin, soit le logement d'appoint, mais on ne peut pas avoir les deux. Il n'y a aucune case de stationnement supplémentaire qui est exigée dans le cadre d'une unité d'habitation additionnelle. Évidemment, l'unité d'habitation additionnelle doit respecter le Code de construction de la Régie du bâtiment du Québec. Elle doit être desservie là, par l'aqueduc et l'égout ou par des installations septiques conformes ou par un puits qui est conforme aussi. Puis, il y a un numéro civique distinct qui lui sera attribué. Donc, ça peut être le numéro civique avec l'ajout de la lettre B ou ça peut être complètement un autre numéro civique. Ça va dépendre s'il y a de l'espace ou non pour attribuer le numéro. Donc, ça, c'est les règles standards qui s'appliquent.
Donc, ça, ce sont les dispositions du nouvel article 181 qui porte sur les unités d'habitation additionnelles de façon générale. Donc, ces conditions-là s'appliquent autant à un logement d'appoint qu'à une maison de jardin. Maintenant, on va regarder les conditions qui s'appliquent à un logement d'appoint. Donc, qu'est-ce que c'est un logement d'appoint? Bien, c'est un logement qui est aménagé par la subdivision ou l'agrandissement du bâtiment principal. L'intention de la Ville ici, c'est de permettre le logement d'appoint aussi dans une nouvelle construction. Donc, quelqu'un pourrait construire une nouvelle maison unifamiliale isolée, puis prévoir le logement d'appoint à l'intérieur, puis il n'y aurait pas de problème. Donc, ça, c'est une modification là, qui devra être apportée, là. Donc, c'est vraiment ça l'intention. Ensuite, le logement d'appoint doit avoir une superficie de plancher qui n'excède pas 75 de la superficie de plancher du logement principal. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir un logement d'appoint qui est plus petit que le logement principal. Maintenant, la maison de jardin. Donc, qu'est-ce que c'est une maison de jardin? Je l'ai déjà mentionné, mais on va se le rappeler. Donc, c'est un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal dans lequel est aménagé un logement. La maison de jardin, il y a plusieurs normes d'implantation qui s'appliquent. Donc, la maison de jardin, elle doit être dans une cour latérale ou arrière. Elle ne peut pas être dans la cour avant. Ensuite, elle doit être à au moins 2,4 mètres du bâtiment principal, donc ce qui équivaut à 8 pieds du bâtiment principal. Elle doit être à au moins 1,5 mètres de toute ligne de l'eau, c'est-à-dire à 5 pieds environ de toute ligne de l'eau. Elle doit avoir une projection au sol d'au plus 75 de la projection au sol du bâtiment principal jusqu'à un maximum de 80 mètres carrés. Donc, l'idée, en fait, c'est que la maison de jardin ait une empreinte au sol qui est plus petite que le bâtiment principal. Sa hauteur doit être égale ou plus petite à celle du bâtiment principal, jusqu'à un maximum de 5 mètres, ce qui équivaut à 16 pieds. Puis, elle doit reposer sur une fondation qui est reliée au sol. Donc, elle peut être sur des pieux, des sonotubes, une dalle de béton, mais elle ne peut pas être sur roue. Donc, ça prend vraiment une fondation qui est reliée au sol. On sait que la maison de jardin peut entraîner des enjeux ou des préoccupations au niveau de l'intimité du voisinage. Donc, c'est pour ça qu'on a intégré là, la disposition suivante. Donc, si la maison de jardin est implantée à moins de 2 mètres d'une ligne de l'eau latérale ou arrière, il y a une clôture opaque ou une haie dense à feuillage persistant qui doit être implantée le long des murs de la maison de jardin. Cette disposition-là, elle ne s'applique pas si le lot voisin se trouve dans une zone où la classe habitation n'est pas permise. Donc, si par exemple, derrière chez moi, c'est une zone de conservation ou une zone industrielle, puis l'habitation n'est pas permise à cet endroit-là, bien, je n'ai pas besoin de mettre une clôture ou une haie à ce moment-là. Puis une dernière disposition est celle d'avoir une allée piétonne, en fait, d'une largeur de 1,2 mètres, ce qui équivaut à 3,9 pieds environ, donc qui doit relier la maison au stationnement, au trottoir ou à la rue. L'idée, c'est vraiment que la maison de jardin soit accessible. On peut penser aux services d'urgence, par exemple. Les services d'urgence doivent pouvoir y accéder facilement. La Ville a aussi l'intention d'exiger un plan projet. C'est bien ça, un plan projet d'implantation, parfait. Pour justement s'assurer là, que la maison de jardin respecte les dispositions là, par rapport aux normes d'implantation. Donc, l'intention, c'est vraiment d'exiger ces plans projets d'implantation-là lorsque la maison de jardin est située à moins de 0,5 mètre de la norme. Donc, à ce moment-là, ce serait si la maison de jardin est située à 1 mètre, à 1,5 mètre, donc de la ligne de l'eau, à ce moment-là, le plan projet d'implantation, je vais l'avoir, doit être demandé, là, sera exigé. Mais si, par exemple, la maison de jardin, elle est implantée à 2 mètres, bien, à ce moment-là, on n'aurait pas besoin du plan projet d'implantation. Donc, ça fait le tour pour les modifications réglementaires au niveau des conditions qui seront applicables là, aux unités d'habitation additionnelles.
Une dernière modification qui est plus technique, si on veut, donc vraiment plus administrative au niveau de la réglementation, c'est la modification qui est faite à l'article 172 qui porte sur les conditions d'usage associées à un logement. Donc, l'article 172, ce qu'il fait, c'est qu'il oblige qu'un usage associé, par exemple un salon de coiffure qui serait associé à un logement, soit exercé par la personne qui habite le logement. Donc, si j'habite le logement, j'ai le droit d'avoir un salon de coiffure, mais je ne peux pas louer mon salon de coiffure à quelqu'un d'autre, là. Tu sais, c'est vraiment moi qui dois être coiffeuse puis coiffer à cet endroit-là. L'article 172 devient incompatible avec l'article 181 qui est modifié, puisque les occupants du logement principal et les occupants de l'unité d'habitation additionnelle n'ont pas obligatoirement un lien de parenté et d'alliance. Donc, le fait qu'on retire cette exigence-là, ça fait en sorte qu'on doit modifier l'article 172 pour retirer la référence à l'article 181 et la remplacer par la référence à l'article 179. Vous remarquez dans le fond qu'on enlève là, le 180, mais l'article 180 est déjà abrogé dans la réglementation. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire référence là, à l'article 172. Donc, ça, je voudrais que c'est assez complexe là, comme modification. C'est très technique, là, plus du côté administratif. Au niveau des prochaines étapes, donc, c'est un rappel aussi des étapes qui ont été faites dans le passé, là, mais on a l'adoption du projet de règlement qui a été fait le 19 mars. On a la consultation publique qui a lieu aujourd'hui, le 9 avril. L'adoption du règlement devrait avoir lieu le 21 mai pour une entrée en vigueur là, quelque part en juin. Donc, ça fait le tour pour la présentation. Je ne sais pas si je vais laisser la parole à Mme Lafont. Me revoilà. Bien, merci beaucoup, Vanessa, pour la présentation. C'était très clair, beaucoup d'informations, mais très bien présenté. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu à la période de questions et de commentaires. Et là, j'ai plein d'affaires à vous dire. Ça va être un petit peu long, mais ça vaut la peine quand même. Alors, bien, d'abord, je vous rappelle que la présentation et l'enregistrement de la rencontre vont être en ligne. La présentation y est déjà. Donc, ce soir, en arrivant, si vous voulez d'impatience, vous pourrez aller voir tout de suite. Donc, voilà. Donc, évidemment, à la période de questions-commentaires, ben, on compte sur votre collaboration pour que les échanges soient respectueux. Donc, évidemment, on vous en remercie d'avance. On vous demande également d'être concis pour permettre au plus de gens possible qui vont vouloir poser des questions de pouvoir le faire. Les gens qui sont en salle, on a une petite demande spéciale. Il faut vous présenter au micro pour venir dire votre question pour que les gens en ligne puissent vous entendre. Et les gens qui sont en ligne, bien, comme je vous disais tout à l'heure, si vous souhaitez poser une question, bien, il faut utiliser l'outil questions et réponses au bas de votre écran. Donc, vous écrivez votre question. Si c'est vraiment impossible pour vous d'écrire pour quelque raison, c'est certain, là, vous pouvez utiliser un autre petit outil qui s'appelle lever la main. Puis à ce moment-là, quand ce sera rendu à votre tour, on vous donnera accès à votre micro et vous pourrez poser votre question. Mais on vous encourage à les écrire là, pour des raisons logistiques. Ça nous accommode beaucoup. Alors voilà, certaines questions par écrit, d'ailleurs, peut-être qu'on pourra même vous répondre tout de suite. Il y a des gens qui sont en ligne avec nous, des ressources qui vont peut-être pouvoir vous répondre tout de suite. Et puis, ça m'amène à vous dire que on se doute fortement qu'il risque d'avoir beaucoup de questions qui sont vraiment rattachées à du cas par cas. Donc, vous comprendrez que ce soir, on rentrera peut-être pas dans le détail de votre cours de tous et chacun pour y répondre. Puis souvent, ben, il y a des questions aussi là, qui vont nécessiter une analyse un peu plus exhaustive, hein, qu'il va falloir fournir un plan, tout ça. Donc, il y a des aspects qui sont plus techniques. Donc, ça se peut que ce soir, on n'ait pas toutes les réponses et puis qu'on vous demande de recommuniquer avec nous. Puis il faut garder en tête aussi que c'est un projet de règlement. Donc, le règlement, il n'est pas encore en vigueur, ce qui fait qu'il y a encore des possibilités que ça change. Alors, il va falloir encore un petit peu patienter. Donc, les gens qui sont en salle, vous avez un petit privilège. Peut-être que ce soir, après la rencontre, nos ressources vont être là. Vous pourrez venir leur poser une petite question si jamais au micro, vous n'aviez pas eu toute l'information.
On va faire notre possible pour répondre au maximum des questions, c'est bien certain. Et puis, éventuellement, là, quand le règlement sera en vigueur, ben, il va y avoir une page web sur le site de la Ville de Québec. Puis là, ben, vous allez pouvoir consulter toute l'information. Puis il va y avoir évidemment là, plus d'infos qui seront disponibles. Et c'est toujours possible aussi, si jamais ce soir, vous ne posez pas de questions que vous regrettez, vous pouvez toujours communiquer avec la ville hein, pour poser une question. Puis la porte d'entrée, là, c'est de faire le 311. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 311. Et puis là, vous serez dirigé à la bonne personne. Il y aura une ressource là, qui pourra recommuniquer avec vous pour vous donner les informations. Donc, je pense que j'ai fini mon long blabla. Alors, on pourrait passer à la période de questions. On va alterner entre les questions en salle et en ligne. Mais on ne fera pas du 1-1. On va en faire quelques-unes en salle, quelques-unes en ligne. Monsieur qui me fait signe déjà, on brise la glace. Donc, si vous voulez aller au micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Peut-être nous dire votre nom, puis de quel coin vous venez. John McMartin, région de Beauport. Parfait. Bonjour. Bonjour. En fait, la question est la suivante, à savoir, bon, j'ai regardé la présentation, c'est bien. Où est-ce que je me pose des questions, à savoir, dans le fond, est-ce que les marges latérales, ça change? Si, exemple, on fait une habitation au-dessus d'un garage, est-ce que les marges latérales doivent être respectées la même chose? Ou est-ce que ça va être modifié, cette partie-là? Ça va. Ça va. Ben, dans le fond, la marge minimale, c'est d'1,5 mètre qui est demandée. Les garages, votre point, c'est probablement parce que la distance, c'est 0,75 mètres, dans le fond, qui est exigé. Mais normalement, on ne pourra pas construire une habitation par-dessus un garage, dans le fond, parce que tous les espaces, les combles au-dessus. Vous parlez, excusez-moi. Vous, c'est un garage attaché ou détaché dans l'exemple que vous aviez? Comment? Est-ce que le garage est attaché au bâtiment principal? Oui, ou oui, détaché? absolument, oui. OK, c'est beau. Excusez, à ce moment-là, on vient vraiment, c'est un agrandissement du bâtiment. Donc, à ce moment-là, c'est les marges de la zone qui doivent être respectées. Fait que là, c'est vraiment du cas par cas selon le secteur, l'endroit où est située la maison. Quelle est la marge latérale de côté à respecter? OK, donc les marges latérales actuelles ne seront pas modifiées. Exactement, c'est ça. C'est la norme pour le bâtiment principal qui va devoir être respectée. C'est juste que dans le bâtiment principal, vous allez y aménager un logement, si je peux dire. Donc, conclusion, honnêtement, pour ce côté-là, ça ne change pas grand-chose. On a quand même le droit de construire un logement au-dessus d'un garage depuis des lunes, on s'entend. Ça, vous pouviez, si vous aviez soit l'article 181, celle qui est en vigueur actuellement, ou un 2 logements dans votre zone. C'est pas partout qu'on peut faire du 2 logements. Là. Non, c'est il y avait les deux, il y a Oui, deux le façons de côté faire vert, 2 oui. logements. Soit que le 2 logements est autorisé Oui, c'est dans ça. la grille de spécification. C'est Donc, autorisé un dans ou deux. dans mon secteur. Donc, oui, vous pouviez effectivement faire un 2 logements en respectant les marges. Ça ne change pas parce que la modification de ce soir vise vraiment les unifamiliales isolées. Ça, quelque chose comme ça serait accepté dans le fond. S'ils respectent les marges latérales, oui. Exactement. OK. Il faut faire attention parce qu'un garage attaché peut être un petit peu plus près de la ligne qu'une habitation, si on peut dire. Fait que c'est là que c'est du cas par cas qu'on doit regarder là, votre cas en particulier, la dimension du terrain, OK. l'implantation actuelle. OK. Puis, est-ce que la demande de permis, ça va être accéléré ou ça va prendre le même temps que d'habitude? Ou... C'est le processus de permis standard, donc on parle d'un délai de 30 jours normalement pour l'étude du permis. 30 jours? Ça, c'est 30 jours l'objectif. C'est sûr que je dirais la Ouais, période la plus dense, les l'été, objectifs et la il y a réalité, c'est beaucoup pas de vraiment demandes. ça. Là. On ne vit peut-être pas sur la même planète parce que c'est pas vraiment Ouais. 30 jours. Là. Je vous confirme que les équipes travaillent fort pour Ah, respecter je le doute délai pas. de J'en 30 doute jours, pas. assurément. J'en doute pas. Après, il y a des particularités quand on est dans des secteurs où il y a, exemple, de la commission d'urbanisme, où là, le délai peut être de 60 jours. OK, c'est bon. Puis quand vous envoyez un permis, normalement, vous envoyez par la poste, par courriel, par... Tous nos services sont disponibles en ligne, donc généralement, on fonctionne vraiment en ligne avec le courriel des gens, sauf quand ils précisent qu'ils veulent une communication papier. Là, on peut envoyer des lettres. Mais là, par comme courriel, c'est auparavant. bon aussi. Là. Oui, absolument. C'est notre OK. façon. Dans plus de 90 des OK, cas, c'est la parfait. façon Puis qu'on quand on fait. envoie un permis par courriel, puis on marque que c'est approuvé, puis que 2 semaines plus tard, on reçoit un appel pour dire que c'est une erreur. OK. Ben là, je pense qu'on tombe dans le Ouais. cas particulier. Ah, c'est ça. OK. On est dans le Moi, cas c'est mon particulier. objectif, en fait, ici à soir. Là. Je Parfait. vous le dis, là, j'ai fait une demande de permis. Monsieur. Non. Mais non, il y a plein de gens qui sont derrière vous Ouais, qui je ont des comprends. questions sur le contenu. OK. Soit- Assurez-vous, quand vous allez faire une demande de permis, de vraiment avoir le permis en paiement.
OK? Même si c'est par courriel. OK. Moi, j'avais reçu l'approbation. OK? Et il a fallu que je fasse moi une démarche pour savoir mon permis était rendu où. On m'a dit aller au conseil de ville de Beauport, c'est ce que j'ai fait. Et M. Melançon, que vous connaissez sans doute, Stéphane Melançon. Monsieur, Donc, je vais vous demander, votre s'il vous truc, plaît, c'était de laisser les... une dame qui s'appelle, que vous connaissez sans doute. Je n'ai pas le nom malheureusement avec moi. Je vais vous demander, s'il vous plaît, 495 000 parce qu'ils ont refusé. Ma mère, elle a 4 monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter? D'une erreur de fonctionnaire comme vous autres. Bon, merci. D'accord. Alors, s'il y a d'autres interventions de ce type-là, on vous invite à communiquer avec nous à l'extérieur d'une séance comme ça, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, deux questions Oui. simples. La première, au niveau des demandes de permis, même si c'est adopté, je crois, 21 mai, qui devrait avoir l'adoption du règlement, est-ce qu'on peut tout de suite envoyer une demande de permis, même si c'est au mois de juin? Bon, c'est marqué en tout cas juin, que ça va être officiellement là, dans les. Ben, c'est sûr que la modification réglementaire, elle n'est pas encore en vigueur. Il faut attendre habituellement que le règlement soit en vigueur là, pour pouvoir faire la demande Même de si c'est permis. adopté, mettons, le 21 mai, je ne peux pas l'envoyer le 22 mai, puis si jamais ça va à juin, juillet, août, ben, il faut attendre, dans le fond, officiellement. Il faut attendre l'entrée en vigueur du règlement. OK. là. Et l'autre question, vous parliez du projet de plan d'habitation si on est en bas du 2 mètres. Au niveau des délais supplémentaires, vous pensez que ça ressemblerait à quoi réalistement? On parle d'une semaine ou deux pour évaluer ça ou on parle de plusieurs. Le délai, c'est vraiment au niveau de l'arpentage au mètre. L'idée, c'est que quand vous allez nous présenter le projet, si vous êtes à 2 mètres, il n'y a pas de problème. On traite Ouais. le dossier avec Ouais. votre implantation qui peut être faite par vous ou votre professionnel, architecte ou dessinateur, peu importe. C'est juste que quand vous avez besoin du plan projet d'implantation parce que vous voulez aller au maximum que vous avez le droit dans la réglementation, là, vous avez besoin d'un Ah, arpenteur c'est qui le va vous plan le prévoir. là. d'implantation. Parfait, c'est tout. Merci. Parfait. Merci. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, j'ai deux questions. J'ai un duplex dans Saint-Jean-Baptiste, dans un des meilleurs secteurs pour densifier avec un bâtiment, avec un bâtiment qui a un bâtiment accessoire finalement, qui a toutes les caractéristiques pour avoir l'implantation d'une mini-maison. Sauf que là, j'ai un duplex. Fait que là, le règlement fait en sorte qu'il faut que je transforme mon duplex en unifamilial pour avoir une mini-maison. Donc, je ne crois pas que cette mesure aide à densifier vraiment dans Saint-Jean-Baptiste. Puis mon autre question, c'est que le secteur de Saint-Jean-Baptiste, on permet l'implantation à la marge 0. Sauf que votre règlement fait en sorte qu'il faut que je sois à 2 mètres. Donc, ça vient comme contredire ce qu'on peut faire à Saint-Jean-Baptiste. Fait que je veux savoir, est-ce que ça va être quelque chose qui est envisageable de penser à modifier ces petits règlements-là? C'est sûr que là, on est dans un premier temps. C'est un concept qu'on ajoute à notre réglementation, le concept d'unité d'habitation additionnelle. On est vraiment dans une idée de densification douce du territoire. Donc, c'est pour une des raisons pour lesquelles on vise les unifamiliales isolées là, dans un premier temps. Est-ce que ça pourra changer? Peut-être. Là, ça, je ne pourrais pas m'avancer à ce Donc, niveau-là. on oublie tout Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, le Vieux-Québec, tous ces endroits-là, on oublie ça, ces règlements, ces modifications-là ne pourront pas être appliquées. On ne pourra jamais construire de mini-maison dans ces secteurs qui sont pourtant les plus favorables à cet exercice. En fait, la façon qu'on a décidé de le faire, c'est par étapes. Puis une des raisons des consultations, ça nous permet d'entendre ça. On l'a vu, je le vois dans les questions, vous n'êtes pas le premier à le nommer. Donc, nous, quand vous venez nous donner ce souhait-là, finalement, que ça puisse être possible avec des duplex, des triplex, mais ça nous permet de faire cheminer à l'interne de la ville aussi. La première étape sera possiblement celui-là, mais peut-être qu'il pourrait arriver une deuxième étape où on vient le permettre dans des secteurs avec où il y a des duplex et des triplex. Donc, je comprends que c'est. Honnêtement, on avait même des fois l'inquiétude, est-ce que les citoyens sont prêts? Là, je vous entends, on est prêts puis on veut plus. Donc, très, très heureuse de Je l'entendre. pense qu'on Et on le n'est pas note. tout seul dans cette situation-là. On est vraiment. Je vous confirme que vous n'êtes pas seul quand je vois les questions. Donc, on le note. Là-dessus pour faire les modifications avant d'adopter le projet de loi, parce que je crois que c'est important. Si vous y croyez vraiment, il faut nous aider, travailler pour les citoyens, puis implanter ça comme du monde. C'est ça qu'on veut, je pense. Merci. Parfait, merci. Donc, ça m'indique qu'en ligne, il y a plusieurs questions en lien avec ça. Peut-être que les gens qui s'attendent à avoir une réponse, ben, vous venez d'obtenir une réponse là, à votre question. Donc, on prend bien note là, de votre préoccupation. Oui, madame, bonsoir. Oui, bonsoir, Lise Santerre. Moi, je suis dans le quartier Saint-Sacrement. Je vais être brève. Hein. Je suis très intéressée par ce projet-là. Je trouve que c'est une bonne nouvelle depuis le temps qu'on l'attend. Je dirais même enfin, tu sais.
Puis peut-être, pourquoi pas aller un petit peu plus loin? On va-tu attendre? Ben ça, c'est ma conclusion. J'attends. Le règlement va modifier l'article qui permet d'ajouter un logement, un bâtiment isolé d'un seul logement. Moi, j'ai un problème avec ça, là, comme le monsieur. J'ai moi-même un projet de cohabitation pour personnes aînées autonomes qui sort un peu des sentiers battus à partir d'un triplex. Ma prochaine étape, c'était d'avoir différents logements, dont une maison de jardin, que vous appelez de jardin, une maison, une mini-maison. Et là, je me dis, avec mon triplex, je suis comme barré ça ne correspond pas au règlement que vous avez imaginé. Je me demandais si il ne faudrait pas plutôt que d'avoir comme condition un bâtiment, une maison unifamiliale isolée, considérer l'espace disponible ou les conditions réelles, parce que dans les quartiers que vous avez mentionnés, là, Sainte-Foy, Saint-Sacrement, les Rivières, Sillery, au fil du temps ou des décennies, les bâtiments unifamiliaux se sont beaucoup modifiés. Ils sont devenus des duplex, des triplex. Les gens ont déjà aménagé les sous-sols. Je ne sais pas si vous avez des données là-dessus, mais il y en a beaucoup. Quand on surveille un peu le marché immobilier actuellement, ben, on s'aperçoit que les bungalows, c'est des bungalows où il y a déjà des logements où c'est déjà subdivisé. Bon, d'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion de les légaliser, là. Mon argument, c'est que dans ces quartiers-là, tu as des terrains de 5 000, 7 000, 10 000 pieds carrés actuellement, puis il y a un bungalow là-dessus. C'est très le fun. Mais pourquoi limiter la réglementation nouvelle à un bâtiment isolé avec un seul logement, alors qu'il y en a plusieurs qui ont été modifiés pour devenir des 2, 3 et 4 et plus logements? Je vous incite à assouplir davantage cette réglementation-là pour qu'on n'attende pas encore 40 ans. Le bâtiment bigénérationnel est dépassé depuis longtemps. Même, je pense qu'à sa création, c'était déjà dépassé. Alors, s'il vous plaît, ayez un pas d'avance sur les choses, qu'on profite du potentiel existant. Le potentiel, il est énorme quand même. Puis tout en respectant certains règlements qui considèrent ou qui prennent en considération la situation réelle, ben d'ouvrir un peu les vannes, là. Merci. Merci pour votre intervention. Euh, on poursuit. Oui. Ah, oui, on va vous faire patienter. On va faire un petit saut en ligne aussi. Donc, oui, monsieur, allez-y avec des questions en ligne. Merci, madame. Bon, désolé pour le retour de son. Alors, quelques questions qui concernent évidemment les plex. Là, on veut savoir pour quelles raisons on ne permet pas aux détenteurs de multiplex là, d'installer des maisons de jardin. Également, un intervenant qui nous dit que cette mesure-là aura probablement pour effet de densifier dans les secteurs qui sont mal desservis en service public comme le RTC et qui serait intéressant à ce moment-là de considérer les plex là, au nouveau règlement. Autrement, on a beaucoup d'interrogations également quant à savoir si le garage peut être considéré, M. Gravel là, notamment, est-ce que la maison de jardin peut avoir un garage elle-même là, si la superficie est de moins de 80 mètres carrés et la hauteur respecte la réglementation? Autrement, quelques préoccupations aussi quant aux considérations, aux évaluations pour le raccord aux égouts, à savoir si nous avions pris en charge la popularité pressentie de ce programme-là là, quant à notre capacité à recevoir cette charge-là pour les égouts. Alors, ça fait le tour pour un premier bloc. Là, quelques questions comme ça. Je vais en corriger d'autres là, si les gens veulent bien nous les adresser par écrit. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a certaines questions auxquelles on pourrait peut-être donner des éléments de réponse? Toi, j'ai noté celle par rapport, est-ce qu'une maison pourrait avoir son propre garage? Oui. Bon, parfait, bonjour. Donc, effectivement, écoutez, c'est une question qu'il faut regarder. Puis il y a plusieurs aspects à regarder quand même. On parle entre autres que les constructions accessoires sur un terrain doivent respecter quand même un 10 de la superficie du terrain. Donc, je dirais, il y a des aspects qu'il faut regarder le projet en particulier qui va être présenté. Donc, avant de dire, est-ce que je peux jumeler un garage à cette maison de jardin-là, il y a plusieurs autres aspects à regarder, je vous dirais. Fait que je resterai vraiment au cas par cas, on va devoir analyser la situation. Mais si on respecte toutes les différentes normes,
les pourcentages d'air vert requis sur un terrain, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement être possible. Fait que je m'excuse de rester vague, mais c'est vraiment faut regarder le cas par cas, le terrain, la dimension, qu'est-ce qui est déjà existant sur le terrain aussi. Parfait, merci. Pour les autres questions, Monsieur Gagnon-Pelletier, vous m'avez shooté ça en rafale, puis là, je te je les égouts, par rapport au branchement, on avait donné un peu d'informations, peut-être, revenir sur cet aspect-là? Les branchements? Encore là, on est dans le cas par cas. Ouais. Règle générale, oui, les réseaux sont capables d'accueillir des unités supplémentaires, mais évidemment, s'il y a des particularités, de toute façon, les demandes de permis rentrent auprès de nos services de l'ingénierie aussi. Donc, on est au courant dans ce temps-là. On peut penser que ça ne devrait pas être un enjeu. Parfait, merci. Oui, monsieur, on va passer à vous. Bonsoir. Bonsoir, excusez. Alors, mon nom est Marcel Artaud, 5e génération de Artaud à demeurer sur le territoire ici. Et je dois féliciter la ville qui continue à s'adapter pour répondre aux nouveaux besoins. Moi, quand j'étais jeune, là, on glissait dans les champs à côté de l'hôpital Laval. Puis en arrière de chez moi, sur Shawenscott, c'était le troupeau de vaches du père Dussault qui broutait l'été. Mais pendant tout je n'ai pas 100 ans, moi, là. Et pendant tout ce temps-là, on a vu la ville s'adapter tout le temps aux nouveaux besoins, puis c'est ce qui continue aujourd'hui. J'en suis très, très, très heureux. Je vous félicite. J'ai quand même une question qui me turlupine, parce que, d'ailleurs, en passant, toutes les fois que j'entends maison unifamiliale isolée, je ne peux pas m'empêcher, Madame a mentionné le mot tantôt, mais je ne peux pas m'empêcher d'entendre Boucardiouf, hein, bungalow. Et je me dis, ici, dans le secteur, puis dans beaucoup de secteurs d'unifamilial, les terrains ne sont pas si grands que ça. Les maisons, très souvent, sont construites en plein milieu, hein. C'était comme ça qu'on voyait ça là, dans les années 50, 60. On construisait en plein milieu. Il y avait une belle cour arrière, un beau parterre en avant. Puis, bon. Mais si la réglementation actuelle, si je la comprends bien, si on veut agrandir un bungalow qui est là, en plein milieu de son petit terrain, ben, il doit respecter les marges. Hein. Puis la marge de recul, si je comprends bien, actuellement, elle est de 5 mètres et demi. Et quand je vois que pour une maison de jardin, on pourrait réduire ça à 1 mètre et demi, ben, est-ce que ça ne serait pas opportun de regarder s'il n'y a pas lieu de modifier aussi ce règlement-là? Parce que 5 mètres et demi, c'est 15 pieds. Et puis, moi, je suis dans un projet là, d'intergénérationnel avec un de mes fils qui demeure pas loin d'ici. Ben, le logement qu'on pourrait bâtir, l'agrandissement, là, il est limité à 10 pieds de large. Fait que c'est pas, alors que si on pouvait mettre 15 pieds, 16 pieds de large, on aurait une habitation qui serait vivable. C'est à cause de la règle là, du 5 mètres et demi. Alors, ma question, c'est est-ce que vous pensez que ça serait possible de la modifier, ce zonage-là, ou pas le zonage, mais cette règle-là? Je vous dirais, on est. Je suis un peu surprise ce soir, mais heureusement surprise, honnêtement. On est vraiment dans les principes des petits pas. Mme Boucher en a parlé. On est vraiment. Moi, je suis très surprise là, de la réaction de ce soir et de l'accueil qu'a cela. C'est toutes des choses qui peuvent être, oui, effectivement, regardées éventuellement. On fait des modifications réglementaires régulièrement. Là, c'est pas impossible à faire. Habituellement, on est plus dans un mode où les gens ne veulent pas qu'on réduise les marges, ils ne veulent pas qu'on densifie. Fait que vraiment, ce soir, je suis totalement jetée à terre par votre réaction. C'est une belle réaction, là. Donc, c'est toutes des choses qu'effectivement, qui peuvent être revues si on voit qu'il y a vraiment un engouement puis que c'est des choses qui empêchent le logement d'appoint par les agrandissements ou par. C'est toutes des choses qu'effectivement, on peut regarder. Là, on y va par petits pas parce qu'on ne voulait pas brusquer les choses, mais c'est effectivement des choses qui peuvent être regardées éventuellement.
Parfait, merci. Merci. Oui, madame, bonsoir. Bonsoir, mon nom est Anne Gosselin. Je suis de la zone des rivières. J'avais 2 questions. Je comprends, d'abord, je voudrais féliciter les protagonistes du changement par rapport au lien intergénérationnel qu'on devait conserver, qui était très limitatif compte tenu que les familles sont de plus en plus petites. Alors, moi, je pense qu'on avance. Puis, j'inviterais aussi la ville à avancer encore peut-être plus rapidement, comme l'a soulevé la dame sur les les grands terrains et ainsi de suite, les plex et compagnie. Ma première question, c'est quand vous parlez du logement d'appoint qui doit être à l'intérieur du bâtiment principal, j'en comprends que si on construit une extension sur le principal qui pourrait relier le logement d'appoint, donc on pourrait aller un petit peu plus loin. On n'a pas besoin d'être contigu ou au-dessus, on pourrait être un petit peu plus éloigné du bâtiment principal. Ben, l'idée, c'est que ça fasse partie du logement principal, du bâtiment principal. Donc, si c'est le même bâtiment, il n'y a pas de problème, mais ça pourrait être un agrandissement du bâtiment existant pour accueillir un logement d'appoint. D'accord. L'autre question que je me pose, je comprends qu'on va regarder le même lot avec une adresse civique qui pourrait être un A, un B ou un je ne sais pas quoi, là. Au niveau de la taxation, de la façon que ça va fonctionner, est-ce que ça va être le même un compte de taxation ou ça va être 2 comptes de taxation? C'est une seule propriété, donc un compte de taxe. Parfait, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, je vous fais patienter. On va aller faire un petit tour en ligne. Dave, est-ce qu'on a des questions? Certainement, oui. On se préoccupe à savoir si les projets de maisons de jardin pourraient être intégrés sur le terrain d'une coopérative et si ce type d'habitation-là pourrait également recevoir des unités d'habitation additionnelles. On se demande également, est-ce que, attendez voir, est-ce que nous avons évalué la capacité de raccord à l'aqueduc? On parlait de l'égout tout à l'heure. Alors là, on ajoute l'aqueduc. Il y a quelques questions là, à ce sujet-là. Et on aimerait également savoir quelle est la taille minimum autorisée afin qu'un bâtiment annexe de jardin puisse être installé sur une fondation fixe en respectant les normes de distance mentionnées durant la présentation. Parfait, merci. Donc, ça, on y va avec la première question par rapport aux maisons de jardin pour une coopérative. Ben, c'est sûr que la maison de jardin doit être, ben, une unité d'habitation additionnelle doit être associée à une unifamiliale isolée, là. Donc, si la coopérative, c'est ça, pour l'instant, ça ne fonctionnerait pas, là. Mais comme on l'a expliqué, on y va par petits pas. Peut-être qu'éventuellement, ça pourrait fonctionner. Très bien. C'est bon, merci. Par rapport à la capacité du réseau d'aqueduc, est-ce que c'est un peu la même chose que C'est le pour... même principe que pour l'égout, que ce soit aqueduc ou égout domestique, les réseaux sont vérifiés là, à la demande de permis. Ça fait l'objet d'une demande de vérification de la part de notre ingénierie. Donc, habituellement, ce n'est pas des projets assez gros là, pour que ça ait un impact habituellement sur les réseaux. Très bien, merci. Et la dernière question concernant la taille minimum. Oui, je vois. C'est variable la question, comment elle est posée. Est-ce qu'on parle de profondeur de la Ouais. fondation, peut-être pour protéger le gel, le code de construction, il y a des normes à ce moment-là, ça devrait être respecté. Mais si on parle vraiment d'une superficie, il n'y a pas nécessairement une superficie minimale, c'est l'espace qui est aménagé, les pièces qui vont être à l'intérieur, est-ce qu'ils vont être conformes encore là au code de construction? Donc, il n'y a pas vraiment une superficie minimale, mais je ne suis pas sûr de comprendre la nuance là, avec la fondation. Peut-être que la personne qui a posé la question, si ça ne répond pas directement, vous pouvez la reformuler, là, puis on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, on va poursuivre en salle. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Giovanni Péry, secteur de la Haute-Saint-Charles. J'ai une maison patrimoniale, puis j'ai à peu près 100 000 pieds carrés de terrain. En quoi qui limite la grosseur du bâtiment que je pourrais construire à l'arrière de ma maison? Si vous parlez de la maison de jardin, en fait, ça va être la projection au sol, là. C'est les normes qui Mais sont pourquoi applicables. limiter la grandeur si le terrain le permet? Parce que j'ai les marges de recul, j'ai tout. La maison, comme plusieurs personnes l'expliquaient à l'époque, est plantée dans le milieu du terrain. Donc, j'ai 300 pieds en avant, j'ai 500-600 pieds de profondeur en arrière, ainsi que les côtés.
Puis à chaque fois que je fais une demande pour subdiviser le terrain à la Ville de Québec, je suis tout le temps bloqué. Oui, Est-ce que c'est vous à êtes dans cause le d'une bassin maison versant. patrimoniale? Non, vous êtes dans le bassin versant de la prise d'eau. Vous êtes sur l'avenue du Lac-Saint-Charles? Oh, la montagne ouest. Montagne ouest. Montagne ouest. Moi, je ne suis pas dans le bassin versant. Oui, non, effectivement. Il y a peut-être l'aqueduc et l'égout. Êtes-vous desservi? Oui, les deux. On tombe dans le cas Ouais. particulier, je vous dirais. Là. Tout Parce ça que le pour dire voisin à que côté, lui, a subdivisé son terrain, il a pris sa piscine de 20 pieds, puis on construit un jumelé dessus. je vous dirais, je vous inviterai à communiquer avec nous, Ouais. puis on pourra regarder votre cas. Pour répondre à votre question, pourquoi vous, avec un grand terrain, on ne peut pas avoir plus grand, c'est de demander un règlement. Il faut comme mettre des normes qui s'appliquent On ne parle dans pas le plus 80-20. gros que le là. bâtiment principal, parce que là, c'est une vieille maison centenaire avec une cuisinette d'été. Mais si on se fie aux 75 de la grandeur, on ne pourra pas genre faire une maison avec un petit garage attaché à côté. Comme je dis, on y va avec le 80-20. On essaye de répondre à 80 mais il y aura toujours des exceptions, effectivement, que plus grand ne changerait pas rien dans le décor. Comme vous avez un très grand terrain, c'est sûr que vous auriez peut-être pu avoir plus grand, ça n'aurait pas été dramatique. Malheureusement, un règlement, on ne peut pas prévoir tous les cas de figure non plus dans une réglementation. On fait une réglementation en Ou un général. astérisque, que si le terrain le permet, c'est sûr que j'ai un terrain de 10 000 pieds carrés, puis je veux mettre la maison à l'arrière aussi grosse que celle-là à l'avant, ça peut causer un problème. Mais certaines personnes qui ont des grands terrains, ils pourraient avoir l'opportunité de faire l'habitation. On peut Là, regarder comme cet c'était aspect-là, mais il faudrait le prévoir dans le règlement selon les grandeurs, prévoir modulé. Là, pour l'instant, on ne l'a pas prévu, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait être Puis est-ce ajouté que les éventuellement. fondations, un vrai salage, on peut construire avec un vrai salage ou c'est vraiment sur technopie ou dalle de béton? Ça peut être un vrai salage. L'idée, c'est d'avoir une fondation. Ça peut être des sonotubes, ça peut être une fondation en béton officiel. Tout ce qu'on ne voulait pas, ça peut pas être une maison mobile sur des roues, là, si on peut dire. OK. C'est ça. Fait Parfait. que une vraie fondation, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Aurélien Lessard, Sainte-Foy. Moi, je voudrais savoir si vous avez réfléchi au niveau du stationnement. Actuellement, si je comprends bien le règlement, on a droit à 3 mètres de façade à la propriété. Est-ce que, considérant que supposons que les marges latérales ne le permettraient pas, est-ce qu'on pourrait aller plus large en façade du bâtiment principal pour pouvoir ajouter un deuxième stationnement pour la nouvelle unité? C'est pas dans le règlement non plus, mais je vous dirais qu'on se questionne beaucoup sur les stationnements, sur les normes de stationnement qui sont actuellement. Ça fait partie de notre réflexion OK, aussi. oui, là. oui, pensez. Alors. Je vous dirais que aussitôt qu'on touche à quelque chose dans notre règlement, ça a un impact sur le restant. Là. Fait que on y va par petits pas encore. On le répète, ça va être notre mot d'ordre de ce soir. On y va par petits pas, mais il y a effectivement un travail aussi qui se fait au niveau des stationnements. Là, OK, c'est ça que je voulais savoir. Merci. Parfait, merci. Je vous fais patienter un petit peu. On va faire un tour en ligne. Est-ce qu'on est prêt à recevoir des questions? Oui, bonjour. On a une question de Mme Audet qui concerne les Airbnb. Initialement, je crois que ce n'est pas dans le but de cette modification, non? Aurait-il plus de Airbnb sans nouveau logement? En fait, au niveau de l'hébergement touristique commercial, qui est la classe C10, ce n'est pas autorisé, donc il ne pourra pas avoir une location à court terme. Par contre, l'hébergement collaboratif pourrait se faire. Donc, l'hébergement touristique collaboratif, en fait, ça, c'est si je suis si j'habite la maison de jardin, par exemple, je pourrais louer mon logement pour une période maximale de 90 jours là, sur Airbnb. Mais ça doit être mon domicile principal. Je dois habiter la maison de jardin, par exemple. Mais je ne peux pas habiter le logement principal puis louer à court terme la maison de jardin. Ça ne fonctionne pas. Parfait, merci. Est-ce qu'on poursuit en ligne? Oui, si vous voulez, là, on a plein de questions. Là, je suis Allons-y. pigé. On peut parler de marge. Hein. On va se donner peut-être l'occasion. Là, plusieurs personnes aimeraient peut-être qu'on revienne sur cette marge de 1,5 m, là, à savoir est-ce qu'on peut jouer un peu sur le côté? Est-ce qu'à la limite, je pourrais même vendre mon terrain latéral? Alors, ramenez-nous à l'ordre. Qu'est-ce qui concerne cette norme de 1,5 m?
Ben, la marge de 1,5 m, c'est vraiment la distance minimale entre la maison de jardin et la ligne de l'eau. Donc, il doit avoir au moins 1,5 m, là, donc qui est environ 5 pieds. Puis, cette distance-là, en fait, elle découle aussi du Code civil là, qui interdit d'avoir une fenêtre à moins de 1,5 m de toute ligne de l'eau. Donc, je vous dirais que c'est ça. C'est ça qui a orienté la marge. Pour ce qui est de la subdivision en marge latérale, ça dépend toujours des normes de lotissement dans la zone de madame ou monsieur, je ne me souviens pas. Donc, probablement que non, mais ça, on tombe évidemment dans le cas par cas et difficile à répondre, là, à savoir si elle pourrait vendre une partie de son terrain. C'est difficile à répondre comme ça, là. Sur cet aspect-là, moi, j'embarquerais parce que la question, je pense, visait est-ce que je peux lotir mon terrain et construire une maison de jardin et vendre ce terrain-là? Non. Ça doit vraiment être sur le même lot, le même terrain, vu que c'est vraiment accessoire au bâtiment principal, donc ça ne se divise pas. Il y avait une autre question, c'était vraiment un deuxième lot. J'ai une propriété avec 2 lots, mais on ne peut pas avoir un bâtiment principal sur un et une maison de jardin sur l'autre. Ça doit vraiment absolument être sur le même lot pour vraiment montrer que ça fait partie de la même propriété, puis c'est attaché un à l'autre, si on peut dire. Parfait, merci. On peut en prendre une dernière. On a beaucoup de questions en ligne. Là, je fais patienter les gens debout, mais il y a beaucoup de questions en attente en ligne. On en prend une autre, Dave. Je vous l'ai dit, moi, tant que vous avez de la place, c'est certain que je vais la saisir. Est-ce qu'une maison de jardin sera assujettie à la taxe de bienvenue? Je crois qu'on y a répondu. La réponse était oui. L'accès à la maison de jardin par un trottoir de 1,2 m a-t-elle été validé avec le service d'incendie? Selon la distance de la rue, il se peut que ce soit problématique, souligne M. Bernard. Et par la suite, qu'est-ce qu'il en est des restrictions, des remises, piscines, etc. au pied carré? Demande de M. Maillot. Parfait. Donc, par rapport à la distance, la taxe de 1,2 m. bienvenue. Ah, OK. Dave, tu as compris une réponse. Je ne suis pas sûre qu'on a eu la bonne chose. Par rapport à la taxe de bienvenue, peut-être rectifier. Ben, Il n'y a pas de taxe de bienvenue. non, c'est ça. La taxe de bienvenue, c'est quand on vend un immeuble. Donc, ça reste applicable comme d'habitude. La question tout à l'heure, c'était est-ce qu'il y a un impact sur le compte de taxe d'avoir une maison de jardin? Donc, oui, comme tout ajout de logement, il y aurait un impact sur le compte de taxe, vu l'utilisation de l'eau, les services municipaux, tout simplement. Pour ce qui est des remises piscines, ça fait partie, je pense que Bernard, M. Bourgeois en a parlé tout à l'heure, mais ça fait partie du 10 On a 10 maximum de construction accessoire autorisée sur les terrains. Ça rentre dans ce 10 %-là. Puis au niveau des services d'urgence, là, on est en communication aussi avec eux là, pour s'assurer que ça fonctionne bien là, au niveau de la desserte, là. Parfait, merci. On va retourner en salle, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, j'avais Vous une pouvez lever le micro, hein? Il y a plein de grandes personnes qui arrivent, là. Ouais. Bonsoir, dans le fond, j'avais une question au niveau des services. Au niveau des maisons de jardin, est-ce qu'elles seront branchées directement sur les conduites de la ville ou ce serait par un réseau privé, dans le fond, qui va se relier au bâtiment unifamilial, isolé, là? Toutes ces réponses sont bonnes. Ah. Toutes ces réponses. OK, parfait. Donc, c'est ça, il y a 2 options au niveau des branchements. Donc, première option, au niveau du branchement aqueduc, ça peut être fait directement à la maison. Puis, au niveau du branchement égout sanitaire et égout pluvial, ça pourrait être fait aussi avec un branchement en Y, là, comme on peut voir. Excusez, je ne suis pas habituée, juste ici. Puis, sinon, deuxième option, donc, c'est des branchements aqueduc et égout qui vont directement là, à la rue. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Oui, ça répond à cette question-là. Puis, j'en avais une deuxième au niveau des maisons de jardin. Je comprends qu'il faut que ce soit sur le même lot, donc probablement la même unité d'évaluation. Est-ce que les maisons de jardin pourraient être cadastrées comme en condo, par exemple? Ça reste sur un même lot, mais juste en faire des parties privatives. En fait, au niveau d'une copropriété, Oui. la copropriété qui est divise, en fait, donc ça, c'est vraiment la création d'un deuxième lot. Donc, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas, étant donné qu'on aurait une séparation. Puis, comme Bernard l'expliquait, il doit vraiment avoir un lien entre les deux, entre le logement principal et la maison de jardin. Donc, vu que c'est un usage associé, les deux doivent être sur le même lot.
Puis au niveau de l'indivise, ben, à ce moment-là, on n'a pas d'outils pour l'empêcher là, pour le moment. OK, merci beaucoup. Parfait, merci. Monsieur, là, vous êtes déjà passé, je vais me faire chicaner. Oui, bien là, premièrement, la première question, c'était la même pour le Ouais. branchement, fait que ça, c'est bon. La deuxième, c'est simple, c'est au niveau du garage, maison, du jardin, au niveau des marges, justement, latérales. Est-ce que le garage va être considéré comme un garage d'une maison normale ou si le garage de la maison du jardin est considéré comme dans la maison du jardin, puis il faut respecter les distances de marge latérale, exemple, pareil qu'une maison ou un garage. C'est considéré comment le garage d'une maison de jardin? Ouais. C'est une bonne question parce que les garages attachés présentement, les dispositions sont en fait par rapport au bâtiment principal. Fait que là, on arrive avec la question, c'est j'ai un bâtiment accessoire auquel je veux attacher un autre bâtiment accessoire qui est détaché du bâtiment principal. Fait qu'il Mais n'est pas nécessairement détaché si, mettons, c'est il est rendu attaché à la maison de jardin. Ok. C'est là, je dis que c'est assez particulier. C'est pour ça que je suis arrivé avec la superficie pour regarder déjà, on a-tu encore l'espace sur le terrain pour permettre une construction accessoire de plus qu'on vient annexer à la maison de jardin. Je dirais, c'est là, je dis, c'est vraiment un cas particulier qu'il faut investiguer. Là. Mais je l'ai noté, là, on va pouvoir regarder ça comme il faut. Merci. Parfait. Je vous fais patienter un petit peu. On va aller en ligne répondre à quelques questions. Oui, est-ce que le règlement, vous croyez, va créer un volume important? Il y a quelques questions qui tournent autour de ça. Un volume important, c'est-à-dire de nouveaux logements. Et quelques questions aussi concernant la capitalisation. Est-ce que, c'est-à-dire une formule condo? Alors, quelques personnes aimeraient avoir des éclaircissements quant à l'utilisation de ça. Est-ce qu'il serait possible d'installer en marge avant des maisons si on dispose évidemment d'un très grand terrain? Et à quel endroit installer les cases de stationnement quand on a une habitation additionnelle? Est-ce qu'il est possible d'envisager la cour arrière pour ces cases-là? OK, parfait. La première, donc, c'était concernant, est-ce qu'on prévoit qu'il va y avoir une augmentation importante du nombre de nouveaux logements? Les élus souhaitent. C'est ce qui est souhaité. C'est le souhait de nos élus qu'il y ait un engouement. On verra. On ne le sait pas. Effectivement. Par rapport à la question des condos, est-ce qu'on avait plus d'informations? On en a déjà un peu parlé. Est-ce que... Ben, en fait, c'est ça, je peux mentionner, là, vraiment au niveau de la copropriété divise, étant donné que l'unité d'habitation additionnelle, autant le logement d'appoint que la maison de jardin, est un usage associé, ben, elle doit avoir un lien de dépendance et de complémentarité avec l'usage principal. Puis si on venait faire une copropriété divise, ben, à ce moment-là, on viendrait briser, si on veut, ce lien de dépendance et de complémentarité-là. Donc, c'est pour ça que ce serait pas, la copropriété divise là, ne serait pas permise. Très bien, merci. Pour ce qui est de la question pour l'implantation en marge avant, Ben, OK. non? J'y allais Ben, pour le stationnement. ben, vas-y avec le stationnement. On Alors, je vais y revient à aller pour le marge après. stationnement. On Oui. disait pour aménager des stationnements, est-ce que la cour arrière pourrait être utilisée? Oui, elle pourrait être utilisée, mais il y a plusieurs normes pour les stationnements. On ne peut pas en mettre n'importe où. Il y a des distances à respecter. On a plein de belles fiches d'information qui expliquent tout ça. Mais ça pourrait être possible, oui, d'aménager des stationnements en cour arrière. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un pourcentage d'air verte dans la grande majorité de nos secteurs qui doit être préservé. Donc, on ne peut pas minéraliser l'ensemble d'une cour arrière non plus pour faire un stationnement. Donc, encore là, c'est du cas par cas, la dimension du terrain, quel zonage air verte est autorisé et demandé, excusez-moi. Parfait. Puis pour ce qui est de la question sur l'implantation en cours avant, Actuellement, ce n'est pas autorisé. Dans le projet de règlement, ce n'est pas ce qui est proposé. C'est marge latérale et arrière qui est proposé pour l'instant. On prend note. Oui, d'accord. Ça fait partie des choses à évaluer. C'est bon. Donc, on poursuit en ligne avec quelques questions. Je suis toujours preneur. Est-ce que ajouter un logement d'appoint ou une maison de jardin ne met pas en péril la possibilité d'augmenter la canopée, particulièrement dans le centre-ville, se demande Mme Moreau. Finalement, est-ce que la maison de jardin pourrait avoir 2 niveaux de plancher, voire un sous-sol même, se demande M. Lepage. Parfait. Pour ce qui est de la question, pardon, de priver l'augmentation de la canopée, est-ce que c'est une réflexion que la Ville a eue par rapport à ça?
Idéalement, c'est de conserver les arbres matures. C'est toujours l'idéal là, de construire un endroit sur le terrain où on peut conserver la canopée. Par contre, c'est pas pire que de mettre une piscine ou un cabanon qu'on autoriserait la coupe d'arbres non plus. Fait que l'idéal, comme je vous dis, c'est de construire où il n'y a pas d'arbres matures. Sinon, c'est de replanter. Vous êtes tous et chacun aussi un peu responsables de cette canopée-là en verdissant les terrains que vous avez, là. C'est bon. Dernière question qu'on a eue concernant le nombre d'étages. Est-ce qu'on pourra avoir plusieurs étages? Le nombre d'étages, dans le fond, la hauteur maximale est de 5 mètres qui est permise. Donc, qu'est-ce qu'on serait capable de rentrer dans 5 mètres si quelqu'un, de la façon qu'on le construit, qu'on respecte les hauteurs minimales? Par exemple, une hauteur minimale pour une pièce, habituellement, on parle de 2,1 mètres. Donc, c'est d'additionner. On pourrait avoir des étages si quelqu'un est vraiment capable de condenser, si je peux dire, les épaisseurs de plancher. Je pense qu'il y avait une question, un sous-sol, mais il n'y a rien qui empêche nécessairement d'avoir un sous-sol. Encore là, c'est plus on rehausse, plus on risque d'atteindre le 5 mètres rapidement. Très bien, merci. On va revenir en salle. Oui, monsieur. Bonsoir. Alexandre Savoie-Perron, quartier Cité universitaire. Donc, moi, ma compréhension du règlement, quand je l'ai lu, je pensais en tout cas dans la situation des maisons de jardin, les gens pouvaient possiblement, si c'était l'accord des propriétaires, dans le fond, diviser le terrain et les gens qui achèteraient, dans le fond, la maison de jardin deviendraient propriétaires. Mais là, avec les réponses ce soir, j'en comprends que 100% de ces gens-là vont être locataires, dans le fond, ou une entente privée là, avec les propriétaires. Donc, c'est plus un constat là-dessus. Sinon, peut-être des points, mais j'imagine, c'est sûr, vos équipes ont pensé à ça. Le logement H1, dans le cas où c'est admissible dans ce règlement-là, si on se trouve en zone agricole, j'imagine qu'il faut aussi faire une demande avec la CPTEQ là, ou voir la réglementation de la zone agricole de la ville également. Sinon aussi, vous avez mentionné si, par exemple, la cour arrière ou latérale était une zone commerciale ou industrielle. Par contre, ça pourrait éventuellement changer là, dans ces zones-là dans le futur, là, dans les prochaines années, décennies. Donc, est-ce que ces gens-là pourraient se retrouver peut-être avec une mauvaise surprise là, de se dire dans 15 ans, ben là, il faut que tu installes une haie parce que maintenant, la zone en arrière, ce n'est plus un parc, mais c'est rendu une rue, en tout cas. Et troisième élément, les bâtiments au-dessus en fait, les logements d'appoint au-dessus des garages, est-ce qu'il y a un enjeu là, au niveau peut-être monoxyde de carbone? C'est peut-être très rare que ça arrive, des accidents, mais c'est quelque C'est des bonnes chose. J'imagine questions. que vos services sont passés, mais on n'en a peut-être pas fait mention ce soir. Voilà. Merci pour votre intervention. On peut peut-être quand même passer en rafale, je ne sais pas, par rapport aux zones agricoles. Est-ce qu'effectivement, il va devoir une demande à la CPTAQ? C'est jamais simple, mais oui. C'est jamais simple, mais oui. La réponse safe, c'est oui. OK. Bon, je vais rentrer dans le détail. Je pense C'est qu'on peut bon. préciser que l'usage habitation doit être autorisé Ah oui. dans le secteur, dans la zone, cependant. Petite bémol par rapport à ça. C'est bon. Par rapport aux commentaires, lorsque les zones voisines arrière pourraient éventuellement changer, est-ce qu'on a réfléchi à ça? Ça peut arriver? Oui, ben, la préoccupation, en fait, était aussi dans l'immédiat. En fait, il n'y aura pas de voisins résidentiels comme tels sur les terrains voisins. Puis, si la propriété est déjà construite, ben, la personne qui va venir s'installer aussi par la suite va déjà être conscient des lieux puis de l'environnement existant. La haie était dans la gestion du changement pour atténuer ou amadouer les voisins. Parce qu'on avait prévu la haie. Mais évidemment, quand tu arrives après que la construction est là, ben, tu le sais qu'elle est existante. On était dans la gestion de changement plus que... On protégeait plus celui qui était déjà là que celui, la maison de jardin qui s'installait. Parfait, merci. Puis, pour ce qui est des bâtiments au-dessus des garages et du monoxyde, c'est prévu? Oui, mais dans le fond, dans le code de construction, on demande des barrières étanches aux vapeurs de gaz, dans le fond, pour éviter justement que le monoxyde de carbone puisse pénétrer dans la maison. C'est pour ça qu'on a des portes à fermeture automatique étanches aussi, qui sont exigées. Donc, dans le cas que quelqu'un a un garage existant attaché, normalement, il est déjà étanche. Et dans le projet d'agrandissement, si vraiment on ajoute, normalement, on demande dans les détails, quelques détails. Est-ce qu'il y a une barrière étanche, un polythène ou
une autre matière qui coupe les vapeurs de gaz. Donc, normalement, c'est prévu dans le code, puis c'est quelque chose qu'on valide dans le cadre du permis d'agrandissement. Parfait, merci. Je vous fais patienter encore une petite minute. On va descendre le nombre de questions en ligne. Donc, Monsieur Dave, allez-y. Oui, bonjour. Bassin versant. Alors, une question attendez voir, d'un spectateur anonyme. Je suis dans le bassin versant du lac Saint-Charles. Je suis en train de faire changer ma fosse septique pour une fosse à 4 personnes. Et si je prévois un logement d'appoint, est-ce que je peux faire installer une fosse, j'imagine, pour 6 personnes pour mon logement d'appoint projeté et quand même profiter de la subvention? Alors, on mélange les dossiers. Question de vous piéger, intervenant. Je continuerai peut-être là également par rapport au plan d'eau. Est-ce que le règlement, Madame Daigle, que je salue, bonjour, est-ce que le règlement sur la distance de la construction avec un plan d'eau, bassin de rétention sur mon terrain, sera assoupli ou restera la même? Question, parce que je pense qu'elle est intéressée là, justement à une maison de jardin. Et finalement, je reviens aussi à une autre question. J'ai quelques questions sur les marges, mais je vais y aller une à la fois. Madame Roy, là, qui souhaite préciser sa question, là, dans le quartier Vieux-Limoilou, la grille de spécification permet des marges latérales et arrière sur ruelle à 0. Alors, elle souligne là, qu'il serait incohérent dans les circonstances d'exiger 1,5 m de recul pour une maison de jardin qui serait mitoyenne avec un voisin ou qui donnerait sur une ruelle. Alors, elle pose la question, à savoir ce qu'elle a bien compris, là, c'est ce qu'on voulait s'insinuer. OK. Donc, si on part avec la première question, bassin versant. Donc, pour ce qui est de la fosse, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on va devoir... je vois les faces. C'est plein de bonnes questions, c'est le fun. Donc, C'est qu'on soit dans le bassin versant ou pas, la fosse septique doit pouvoir accueillir le nombre de chambres qu'elle doit desservir. Donc, si vous avez 4 chambres dans votre maison et que vous rajoutez un logement d'appoint avec une chambre ou 2 chambres, vous devrez effectivement ajuster la grandeur de la fosse septique là, en conséquence. puis pour ce qui est de la subvention, c'est... Bon, on y reviendra. On suivra, vous pourrez communiquer avec nous là, pour avoir peut-être des détails éventuellement là-dessus. Question plan d'eau, la distance. D'un plan d'eau, la distance est la même qu'on soit. Il y a le OK. respect de la rive comme. C'est la même chose d'autres, pour la... Parfait. Puis, la question sur les marges à 0. C'est sûr que la marge de recul là, qui est prévue pour la maison de jardin, c'est vraiment une marge qui est à 1,5 m. Il faut savoir que la maison de jardin, il y a des gens quand même qui vont habiter dedans. L'usage de la maison de jardin est différent de l'usage d'un bâtiment accessoire qui serait un garage ou une remise, par exemple. Donc, c'est des éléments qui viennent justifier pourquoi aussi on vient mettre une marge à 1,5 m minimum. Parfait, merci. Est-ce que je te fais patienter ou si tu étais prêt à en envoyer une autre ou deux? Je peux bien y aller, hein. Je vais saisir l'opportunité. Dans le cas d'une nouvelle construction unifamiliale avec logement d'appoint, est-ce qu'il est possible d'avoir une porte d'entrée pour chaque unité, soit une pour la résidence principale puis une pour le logement d'appoint? On répond que oui. Parfait. Est-ce que, après ça, on me demande, attendez voir, je vais juste la retracer là, rapidement. Oui, concernant les marges, toujours, je vais finir mes blocs avec des questions sur les marges. On va arriver comme ça à les traiter. Concernant les marges en milieu urbain, pourquoi en mettre quand c'est sous la juridiction de la CUCQ, demande M. Fafard. Ben, c'est sûr que c'est ça, notre réglementation s'applique quand même, là, puis ce sera l'évaluation aussi de la CUCQ là, par rapport à l'implantation du bâtiment également. C'est ça, la CUCQ, dépendamment du secteur, elle a des critères d'implantation, elle a des critères dans son règlement qui lui permet là, de gérer ses marges elle-même. Là. Parfait, merci. Juste une petite. Oui, Madame Boucher. La CUCQ, pour ceux qui se posent la c'est question, vrai, hein? qu'est-ce que la CUCQ? C'est la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec. Donc,
j'ai entendu des petites voix qui se demandaient qu'est-ce que la CUCQ. Donc, on parle des fois dans nos acronymes. N'hésitez pas à nous poser la question quand on est dans nos acronymes et que ce n'est pas clair. La commission s'occupe des demandes de permis. Elle est surtout connue dans le Vieux-Québec, là. C'est elle qui gère toute l'architecture des bâtiments qui se fait dans le Vieux-Québec, mais elle est aussi ailleurs sur le territoire. Dans le fond, elle s'occupe de donner leur approbation à des constructions, des nouvelles constructions ou des agrandissements ou des modifications sur certains bâtiments. Elle gère plus le patrimonial, je vous dirais, là, que des maisons modernes, là. Mais dépendamment des secteurs, les critères varient. Donc, des fois, elle peut avoir le loisir de déterminer une marge s'il n'y en a pas à la grille ou de décider de modifier cette marge-là si c'est opportun. Parfait. Merci pour les précisions. On va passer en salle parce qu'il y a des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont debout. Oui, madame, bonsoir. Merci. Mon nom, c'est Joanne Labbé. Je suis dans la Haute-Saint-Charles. D'abord, merci pour ce projet de réglementation. Ça nous donne un petit espoir. Ça fait plusieurs années, nous autres, qu'on essaye, dans le fond, de construire en avant l'eau, mais il nous manque des pieds à la rue, dans le fond, pour construire une maison pour ma fille avec sa famille. Maintenant, nous, on est construit, moi et mes voisins immédiats, on est construit en arrière-l'eau. C'est impossible de construire plus en arrière. Donc, puis là, j'ai vu dans le fond le tableau que marge latérale, on ne peut pas construire à côté non plus. Donc, il faut vraiment aller en avant l'eau. Est-ce qu'il pourrait y avoir. Puis là, bien évidemment, je ne veux pas nécessairement faire du cas par cas. Là, je vais faire ma demande, mais je tombe dans une exception, là, tout ça. Fait que de le considérer quand les maisons. Je pense qu'à Loretteville ou dans ce coin-là, il y en a quand même beaucoup là, qui sont construites en arrière-l'eau. Est-ce que ça serait possible à ce moment-là de dire que la nouvelle construction serait la maison principale? Parce qu'à ce moment-là, nous, on deviendrait la maison secondaire. Fait que ça serait peut-être une manière. Là. Je ne veux pas nécessairement inventer des choses, là, mais nous, on va rester dans notre maison. Ma fille va rester dans la nouvelle maison. Mais quand on va être trop vieux, peut-être qu'on interchangera, on verra. Puis, dans le fond, j'avais une question pour un de mes amis qui reste dans le bassin versant du lac Saint-Charles, mais là, je pense que les réponses qu'on a eues, c'était correct. Parfait. Bien, merci. Donc, on prend note là, de votre préoccupation. Je ne sais pas si vous vouliez un. Bien, on en prend bonne Oui. note, justement. Là. Ben- On va le noter puis on va réfléchir à ça. Là. C'est une bonne préoccupation. C'est très difficile de penser à tous les cas d'espèces. Comme je disais tout à l'heure, quand on écrit un règlement, on ne peut pas penser à tous les cas d'espèces. De toute façon, un règlement ne réussira jamais à répondre à tous les cas d'espèces. Oui. Parfait. Il y a Merci. ses inconvénients, ses avantages. Oui, madame. Vous pouvez baisser. Parfait. Bonsoir. Bonjour à tous, mon nom c'est Andrea. Premièrement, je m'excuse pour mon niveau de français. Je vais essayer d'exprimer mon question. On a construit un appartement sur le garage. Actuellement, le garage, il y a une distance de 1,20 déjà construit, accepté, approuvé. On a construit exactement sur les mêmes dimensions. Je comprends à mon mari qu'actuellement est plus stressé à partir des problèmes avec la ville pour sa construction, parce qu'on a reçu le permis de construction et après de 12 semaines, on a reçu un message qui dit que la construction, c'est pas, qu'il y a une erreur d'approbation. L'appartement, c'est pour ma belle-mère, qu'il y a 87 ans. Elle ne peut vivre seule. On ne peut payer un appartement plus cher pour elle. Et la meilleure option est qu'elle vive avec nous. Et actuellement, la ville a demandé à mon mari qu'il doit détruire l'appartement. C'est un appartement qu'on a fait une inversion de 12 plus, un peu plus, non, près à $280. Et ma question est-ce possible de considérer la opción de mantener le même margen del garage déjà construit?
Oui, on peut regarder cette option-là. Parce que c'est pas plus grand l'appartement que le margen actuel. J'ai compris que tu as dit que la dimension, c'est pour entrer les services d'urgence. Et moi, on a déjà utilisé les services d'urgence pour ma grand-mère et l'espace actuellement, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment, quand on dit des questions de cas par cas, vous êtes un bon exemple. Je pense que ça va nous faire plaisir de vous répondre. Peut-être qu'à la fin, vous pourriez rester, poser votre question ou communiquer avec la ville, là, puis certainement qu'ils pourront voir ce qu'on peut faire. Là. Je vraiment aimerais qu'une personne puisse nous aider parce que actuellement, c'est un problème très difficile pour nous. Parfait. À qui je peux écrire ou avec On se qui parlera je peux après la parler? rencontre si vous voulez. Merci beaucoup. C'est bon. Bonne journée. Merci. Est-ce que je peux vous faire patienter? Vous allez être le seul debout après. On s'en va en ligne parce qu'il reste encore plein de questions en ligne. Dave. Eh bien, je suis presque gêné de vous couper la parole. S'il reste une seule personne en salle, je vous prie de m'excuser. Les 80 personnes en ligne qui attendent, là, vous remercie là, de leur laisser quelques minutes. On aimerait avoir quelques éclaircissements, Mme Lafont, sur l'article 181. Attendez voir, là, je vais retracer la question exacte. Pourriez-vous nous donner plus d'informations pour une nouvelle habitation en référence à l'article 181? Sinon, on s'interroge également là, parmi les gens en ligne sur une notion de faux jumelés. Qu'en est-il avec le double standard des faux jumelés et les maisons de jardin? Est-ce que les normes de lotissement seront révisées et possiblement pour un grand terrain, pour l'implantation, afin qu'on puisse finalement implanter là, une maison de jardin? Est-ce que les normes de lotissement seront révisées? OK. Donc, la première question par rapport à l'article 181. Oui, bien, dans le fond, je peux revoir, là, on peut repasser toutes les conditions. Là. Donc, les conditions à l'article 181, ce sont vraiment les conditions générales qui s'appliquent à toutes les unités d'habitation additionnelles, donc que ce soit le logement d'appoint ou la maison de jardin. Donc, premièrement, ben, l'unité d'habitation additionnelle, c'est un usage associé à un usage du groupe H1 logement. Donc, c'est vraiment la notion d'usage associé. Ce que je vous expliquais tantôt, un usage associé, ça a un lien de dépendance et de complémentarité avec l'usage principal. Donc, vraiment, l'unité d'habitation additionnelle va de pair avec le logement principal. Le logement principal doit être dans un bâtiment isolé de un logement. Donc, comme on le mentionnait, ça doit être une unifamiliale isolée. On ne peut pas avoir une unité d'habitation additionnelle si on a un plex, par exemple. Encore une fois, ça, c'est le projet de règlement, c'est ce qu'on fait actuellement. Comme on l'expliquait, on va petit pas par petit pas. Donc, peut-être qu'éventuellement, on ouvrira la porte à d'autres options. Et ensuite, le logement principal doit être dans une zone où la classe habitation est autorisée comme usage principal. Donc, l'habitation doit être permise dans la zone. L'unité d'habitation additionnelle, c'est un logement entier distinct du logement auquel il est associé. Donc, c'est vraiment un logement à part entière. Il y a une seule unité d'habitation additionnelle qui est autorisée par logement. Donc, soit le logement d'appoint, soit la maison de jardin. On ne peut pas avoir les deux. On est vraiment dans une idée de densification douce du territoire. Puis, il n'y a aucune case de stationnement supplémentaire qui n'est exigée là, pour l'unité d'habitation additionnelle. S'ajoute à ça, évidemment, le respect du code de construction, le fait que l'unité d'habitation doit être desservie par l'aqueduc et l'égout ou par un puits des installations septiques conformes, puis qu'il y a un numéro civique distinct, là, comme on l'a mentionné, qui sera attribué à l'unité d'habitation additionnelle. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair ou si ça répond bien à l'interrogation. On a refait le tour, en tout cas. Oui. Parfait. C'est quoi que ce soit, la personne peut respécifier là, via l'outil questions-réponses ce qu'elle voulait vraiment savoir. Donc, une autre question, c'était concernant les faux jumelés par rapport aux normes de lotissement. Ben, c'est sûr que là, l'unité d'habitation additionnelle doit être associée à une unifamiliale isolée. Là. Donc, dans le cas des faux jumelés, il ne pourrait pas avoir de logement d'appoint ou de maison de jardin. D'accord. Qu'est-ce qu'un faux jumelé? Qu'est-ce qu'un faux jumelé? Le faux jumelé,
je peux vous laisser aller, mais Moi, je suis spécialiste. je vais vous laisser aller parce que dans le je les fond, appelle pas des Moi, faux je suis jumelés. constructeur de faux jumelés. Oh, drôle d'adon! Donc, un faux jumelé, dans le fond, un duplex, on s'entend, c'est un par-dessus l'autre. OK? Un faux jumelé, on prend un duplex et on le construit comme ça, comme un jumelé, et on crée une copropriété entre les deux. OK? On n'est pas aimé par les voisins souvent. Mais, ils l'ont dit tantôt, un faux jumelé, c'est un bifamilial, donc c'est un 2 unités. Donc, sur la version proposée du règlement, on ne pourrait pas faire ça. Donc, c'est un style architectural qui ressemble à des jumelés, si on peut C'est dire. carrément un jumelé C'est sur un ça. plus petit terrain. C'est juste qu'il n'y a pas de. Normalement, un jumelé, chaque unité est sur son propre lot, est autonome sur son propre lot. Les faux jumelés ou les bifamiliales côte à côte qu'on appelle plutôt nous autres, c'est des copropriétés. Les gens sont en copropriété. C'est des petites copropriétés de 2 logements. Parfait, merci. Ben là, vous êtes au micro. Allez-y. La savante, de Charlebourg. Félicitations. Moi, je trouve ça vraiment bien. Je vous encourage vraiment à considérer le duplex. OK? Pour en faire quand même beaucoup de densification. La maison unifamiliale, c'est une chose. Je ferais le duplex, mais je ne ferais pas de bifam. OK? Je ne ferais pas la jumelée en copropriété, je ne l'autoriserais pas. Mais je crois que le plex, duplex, triplex devrait vraiment être considéré par la ville là, pour l'ajout quand le terrain le permet. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, au niveau du CCU, OK? Est-ce que tous les projets vont être soumis puis passés au CCU? Parce que si on passe au CCU, on parle de 30 jours de permis, on parle d'un autre 30 jours de CCU puis un autre 30 jours de conseil d'arrondissement. Je vous dirais que ça va dépendre de Son secteur. âge, ouais. Quand monsieur parle du CCU, c'est le comité consultatif d'urbanisme. C'est un peu l'équivalent de la CUCQ, mais pour les arrondissements. Ces derniers, c'est un comité de citoyens ordinaires là, qui est ordinaire, je ne le dis pas de façon péjorative, là, de citoyens comme vous et moi, qui regardent les demandes de permis de construction au niveau de l'architecture. Ils traitent ce qu'on appelle des PIA, des plans d'implantation et d'intégration architecturale, qui donnent des critères supplémentaires lors de l'émission d'un permis de construction. Donc, ça peut être au niveau de l'architecture, de la hauteur des rez-de-chaussée, les implantations sur le terrain. Donc, ça a été évalué par le comité consultatif d'urbanisme et ultimement par les élus en arrondissement. Peut-être juste un petit élément. Le comité consultatif d'urbanisme a un pouvoir de recommandation pour les élus et les élus, par la suite, ont un pouvoir de décision par rapport à ce qu'ils ont reçu et à d'autres éléments. C'est juste qu'un CCU alourdit la tâche. C'est ça. Je vous dis, ça dépend parce que ça dépend du PIA. C'est le PIA, ce qu'on appelle le PIA d'insertion, donc qui est un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui s'applique aux 8 logements et plus. Non, parce que c'est une construction accessoire, puis ce PIA-là ne gère pas les constructions accessoires. Par contre, vous pourriez, dans un secteur, je pense à Limoilou ou à d'autres secteurs, Charlebourg, où les constructions accessoires peuvent être gérées par PIA. Dans ce temps-là, effectivement, vous seriez probablement soumis au CCU. Okay. Mais ça va dépendre vraiment du secteur, s'il y a un PIA qui s'applique ou pas. Dans le PIA au zonage. C'est ça, au zonage. Parfait. Mais ce ne sera pas en PIA d'insertion. Okay. Ça, je peux vous confirmer ça. Maintenant. On tombe un peu dans le technique, je m'excuse. Ouais, mais... excusez-moi. La commission d'urbanisme, le CUCQ. OK? Eux autres, moi, c'est ma bête noire. C'est toujours non avec eux autres. Est-ce qu'ils vont avoir juridiction sur ça aussi? Si on est tous conformes, ça va vraiment passer par la commission d'urbanisme? Encore là, ça dépend des critères de la commission. Si la commission a des critères pour... ça dépend, c'est ça. Si c'est sous réduction de la CUCQ et qu'ils ont des critères par rapport aux constructions accessoires, effectivement, vous allez... Est-ce qu'ils ont été consultés pour ce règlement-là? Oui, bien, on a discuté avec quelqu'un à la CUCQ là, par rapport à ça. Puis, justement, eux, c'est une couche de plus. Là, ils vont faire leur analyse aussi de leur côté du projet là, pour pouvoir l'autoriser dans le territoire, sur le territoire qui est sous leur juridiction. Okay. Vous savez qu'une demande à la CUCQ, c'est en mois que ça se compte? Ça oui, veut dire que quelqu'un qui voudrait construire ça dans une zone, mettons, historique, qui n'est pas nécessairement au centre-ville, on va parler de quasiment 6 mois d'attente pour avoir un permis. Vous êtes conscient de ça? Bien, je pense que les délais sont plus... Non. L'objectif, dans le fond, on parle toujours d'un permis normal. Normalement, c'est en une période de 30 jours qu'un client va avoir une première réponse.
commission d'urbanisme ou quand il y a un PIA, qu'on parlait de CCU tout à l'heure, on parle de 60 jours à ce moment-là, toujours pour une première réponse. L'idée, moi, ce que je conseille toujours, c'est amener des documents les plus complets possibles, les plus détaillés possibles avec les matériaux, qu'on comprenne vraiment bien le projet. Les dossiers qui ont beaucoup d'allers-retours, c'est qu'il y a une réponse qui est donnée parce que soit il manque d'informations ou que le projet architecturalement, dans le cas de la commission, peut-être ne s'intégrait pas assez bien ou qu'il y avait des caractères à améliorer un petit peu. C'est là qu'il y a beaucoup de va-et-vient et qu'on peut parler de moi, mais c'est là que je conseille aux gens le plus de détails possible dans vos plans. Souvent, les gens ont leur concept dans leur tête, mais nous, il faut le voir sur les plans pour que les membres de différents comités ou les analystes au dossier comprennent bien l'ampleur du projet puis tous les petits détails. C'est ça, je dirais. Parfait. J'ai une dernière question au niveau technique, au niveau des branchements des services. Admettons qu'on voudrait rajouter des services pour des raisons que ce n'est pas possible de rajouter sur la maison. On voudrait faire une ligne dédiée pour la maison en cours arrière. Est-ce que ça va coûter l'équivalent d'un service normal ou ça va être moins cher parce que c'est quand même très cher de brancher les services dans la ville de Québec? Est-ce que ça a été analysé ou pas? Je serais portée à dire que ça risque de coûter pas mal le même prix parce que c'est un branchement de la même façon. Là, C'est ça. Fait que ça va coûter un 15-20 000. Là. Oui. Facile. OK, c'est tout. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on retourne en ligne, mais je te vole une Merci beaucoup. question. Oui, je la trouve une petite question technique. Est-ce qu'on a prévu d'ajouter des poubelles pour les déchets puis le recyclage? Répétez la question. A-t-on prévu d'ajouter des poubelles pour le recyclage pour les déchets? Ils pourront prendre les mêmes ou avoir leur propre bac. Là. OK. On peut se procurer un bac supplémentaire, par exemple, si on génère plus de recyclage. Oui. C'est un deuxième Ce logement. sera de contacter le 3-1. C'est la même procédure que pour un deuxième logement qui peut avoir son bac ou pas. Passer un nombre X de logements, ça prend des plus gros bacs, mais dans ce volume-là, en contactant le 3-1, on va pouvoir répondre à cette information-là sans problème. Parfait. C'est tout, Dave. Merci, Mme Lafont. Mais non, c'est correct, hein? Ça donne un coup de main. Mme Bussière aimerait savoir, autrement dit, là, est-ce que je comprends que la maison de jardin et le terrain demeurent la propriété de la maison principale et doit donc nécessairement être louée? On a quelques personnes, là, au-delà de Mme Bussière, là, qui se posaient la question louer, locataire, est-ce qu'il sera possible d'acheter éventuellement? Est-ce que ça pourrait être aussi une mesure en autorisant des plus petits volumes pour permettre davantage d'accessibilité au logement pour les jeunes familles? Bien, c'est sûr que ça doit rester sur le même lot. C'est une seule propriété. Là. Comme on l'a mentionné, on ne peut pas séparer là, la maison de jardin du bâtiment principal, donc du logement principal. Au niveau de la location, bien, ça peut être loué avec des frais. Ça peut être aussi, vous pouvez loger vos enfants, par exemple, ou grands-parents là, sans leur faire défrayer, par exemple. Il n'y a pas de problème. Là. Nous, on n'intervient pas à ce niveau-là. Puis, il n'y a rien qui empêche aussi le propriétaire du lot, là, de la propriété, en fait, d'habiter la maison de jardin et de louer le logement principal. Donc, ça, c'est une option aussi qui peut être intéressante. Par exemple, si on a un jeune couple ou une jeune, voyons, pardon, des personnes retraitées qui voudraient diminuer de superficie, par exemple, pourraient construire une maison de jardin puis habiter la maison de jardin et louer la maison, le logement principal qui est plus grand à une famille, à leurs enfants et leur famille. C'est comme vous souhaitez. Parfait. Merci. Donc, on a Mme Dion qui nous fait part de son commentaire. Personnellement, elle dit être très préoccupée par ce projet de densification qui ouvre la porte au commercial, donc au salon de coiffure, au Airbnb, etc. Donc, est-ce qu'on peut peut-être... Ben, on est vraiment on touche seulement le résidentiel, là. Donc, la maison de jardin, ça devra être, c'est un logement entier et distinct, là. On ne peut pas faire, par exemple, un salon de coiffure dans la maison de jardin, là. L'idée, c'est vraiment que ce soit occupé pour des fins résidentielles, là. Parfait. Merci. Dave, je te cède la parole. Mais certainement, on a quelques interrogations concernant les gens qui sont dans des zones H4. Est-ce que je suis autorisé à construire une maison avec 2 logements sur ce terrain? J'ai vu également d'autres préoccupations à l'égard du H4. Est-ce qu'une mini-maison peut s'implanter sur un terrain de la ville?
Et finalement, je vous avais dit que je parlerais de marge à chaque bloc. J'ai oublié dans les 2 derniers, je vais vous en mettre une ici. Concernant les marges là, pour les coins de rue, est-ce que ça demeure les mêmes que ce qui est prévu dans la grille? D'accord. Alors, la première question concernant la zone H4. Non, on ne pourra pas. On l'a dit tout à l'heure, ça ne s'applique que pour le H1. Le H4, pour ceux qui ne le savent pas, c'est notre catégorie d'usage pour les maisons unimodulaires ou ce qu'on appelle maisons mobiles, là. On les appelle les maisons unimodulaires, elles sont moins en moins mobiles. Non, ce n'est pas autorisé pour ce type d'usage-là. On l'a dit, c'est que pour les maisons unifamiliales isolées pour l'instant. Parfait, merci. Pour ce qui est des habitations sur les coins de rue, donc au niveau des marges. Ben, les coins de rue, dans le fond, il y a une cour avant, ce n'est pas autorisé. Il y a 2 cours avant, excusez-moi, quand on a un coin de rue. Donc, ce n'est pas autorisé dans les cours avant, mais juste les cours arrière et latérales. Donc, ça ne serait pas autorisé dans ce cas-ci. Parfait, c'est noté. Alors, on poursuit. Oui, excusez-moi, est-ce qu'une mini-maison peut s'implanter sur un terrain de la ville? Ça, j'ai raté si on lui a répondu. Autrement, vous mentionnez que la maison, Madame Hamelin, vous mentionnez que la maison de jardin doit respecter le code du bâtiment. Je m'interroge sur la faisabilité d'obtenir un accès pompier conforme en cour arrière. Est-ce que des allègements par rapport au code du bâtiment sont prévus dans ce règlement de zonage? Parfait. Donc, pour ce qui est de la première question concernant l'implantation sur un terrain de la ville, là, Mme Cournoyer nous fait signe que non. Non, la ville n'autorisera pas des maisons de jardin sur ces terrains. Il faut que ça soit sur un terrain d'une propriété privée. Parfait. Puis, pour la question relativement à l'accès pour les pompiers, Excusez, mon portable est mort. le mien aussi est pas trop. Donc, je peux la répéter, excusez-moi, mais vous non, ça mentionnez va. que la maison... Ah, ça va, OK, bon, allez. Oui, merci. Dans le fond, l'accès pompier, c'est pour ça qu'on dit que le bâtiment doit respecter le code, donc les largeurs des portes, les issues de ce bâtiment-là, la maison de jardin. Puis la largeur minimale, l'allée, l'idée, c'est de montrer qu'il y a une maison, qu'il y a une habitation dans le fond de la cour, puis ça permet l'accès aussi aux pompiers, là, veut pas. Donc, j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup. Ben, je peux peut-être poursuivre, là, tandis Oui, que vas-y, tout le Dave, monde avant que se ta batterie recharge, tombe. oui. En rapport à la question de taille minimum de la construction fixe en annexe, la question était, en fait, c'est un spectateur anonyme, donc je ne peux pas vous dire, c'est la question de Madame ou de Monsieur X. La question est en rapport à la superficie, par exemple, un étage. Sachant qu'elle ne dépasse pas 75 en hauteur, est-ce que, par exemple, un mini-loft habitable de 250 pieds carrés, sachant que le règlement provincial québécois sur la construction et la transformation de bâtiments interdit les constructions de bâtiments de moins de 275 pieds carrés pour un studio et de moins de 320 pieds carrés pour une maison unifamiliale. Alors, je ne comprends pas trop la question. Est-ce que, je veux savoir finalement, est-ce que ça ne dépasse pas 75 en hauteur? C'était correct? Est-ce que c'est un mini-loft habitable? Est-ce que c'est OK malgré que les dimensions soient inférieures à celles qu'on a mentionnées? Je peux poursuivre, hein? Oui, ça avait l'air embêtant. Non, c'est parce que Je vous inviterais peut-être on à repréciser votre question, oui. Puis, c'est peut-être plus une question qui nécessiterait là, qu'on aille fouiller plus en détail, là. Oui, voilà. Oui. Je vais revenir avec une question sur les marges dans ce cas-là, étant donné que vous ne lassez pas de ces questions. On parle de marge latérale et arrière à respecter, mais quelle devrait être la superficie minimale de la cour arrière pour les loisirs, tant que l'unité principale pourra avoir une maison de jardin? Est-ce qu'on doit conserver quand même un minimum là, de cour avec du gazon? Demande Madame Abons. Oui, absolument. Dans la majorité des grilles de spécification, il y a un minimum d'air verte, ce qu'on appelle un minimum d'air verte demandé. Donc, ça devra être respecté. Les marges arrière continuent de s'appliquer pour le bâtiment principal. Il y a un monsieur tantôt qui a questionné cette norme-là. On a répondu que ça sera évalué si on revoit les marges arrière, effectivement. Dans le fond, la maison de jardin va partager la cour arrière avec la maison principale, là. Vous allez tous être dans la joie et le bonheur, tous ensemble dans votre chaise berçante en arrière.
Merci beaucoup. Je peux continuer, Mme Lafont? Ben, Ah, il y avait vas-y. quelqu'un au micro. Ben, sinon, j'en profite rapidement. Est-ce que les servitudes d'Hydro-Québec seront prises en compte par ce règlement? Ils doivent être respiés c'est un peu la même chose que pour ce qui est construction accessoire dans les servitudes d'Hydro-Québec. Vous devez vous assurer que vous êtes en respect avec votre servitude sur votre lot. C'est pas, ça appartient pas à la ville, là, ça appartient à Hydro-Québec. C'est vraiment de voir avec, selon votre servitude, ce qui est prévu. Vous parlez souvent du code bâtiment canadien, sauf que ça ne s'applique pas pour les maisons en bas de 275 pieds carrés. En quoi vous vous basez sur le code si c'est en bas de 275 pieds et ça ne s'applique pas? Je ne pourrais pas vous dire honnêtement, c'est toutes les habitations que doivent respecter. Ça va être un logement. Il faudrait que je regarde cette notion-là, honnêtement, mais normalement, le code va s'appliquer pour ces bâtiments-là. OK. Parfait. Donc, on fera la vérification. Oui. C'est noté. Merci. Dave, on continue, s'il te plaît. Oui, certainement. Pourquoi parler du Code canadien du bâtiment quand celui-ci ne s'applique pas C'est la même pour... chose. C'est la même chose, pardon, Oui. excusez-moi. Je On perd le fil, j'en ai monsieur. quelques-unes. Mais non, mais soyez alerte. La même question. Oui. Pourriez-vous nous donner plus d'informations sur le trottoir qui doit relier la maison de jardin à la rue, au stationnement ou autre? Là? Il y avait quelques interrogations là, à l'égard de l'espace là, entre les bâtiments pour permettre la circulation, justement. C'est vraiment une allée piétonne là, d'une largeur minimale de 1,2 mètres là, qui doit permettre l'accès justement à la maison de jardin. Là. L'idée, c'est de pouvoir accéder, par exemple, quand on a une civière là, à la maison de jardin. Là. Donc, il faut que ce soit libre pour pouvoir y accéder. Là. Mais on ne précise pas que ça doit être un trottoir et la façon dont ça doit être aménagé. Il faut que ce soit une allée piétonne. Parfait. Merci. On peut poursuivre. Je te laisse aller. Je n'ai pas de questions en salle. Là. Bien, allons-y. Il en reste 3. Alors, il est 9h moins 20, là, j'inviterai les gens là, en ligne. Là, s'il vous plaît, fournissez-nous quelques questions. Là. Vous voyez, tout le monde Non, a encore... Non, ça va très bien. Excusez-moi, alors, je vous taquinais. Logement supplémentaire, article 181. Excusez-moi, je vais en prendre une autre. Là, je vais la relire, celle-ci. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de possibilité d'avoir une mini-maison sur les résidences qui sont sur des coins de rue. Ça semble pas tout à fait la réponse qu'on avait donnée. Oui, on y a répondu. Attends. Mais là, on demandait une précision là, sur OK. est-ce qu'il y a possibilité quand même là, d'avoir une mini-maison sur les résidences qui sont situées sur des coins de rue? Oui, tout à fait. Ce que mon collègue disait, c'était qu'il ne pouvait pas être dans la cour avant secondaire. Lorsqu'on est sur un coin de rue, il y a 2 cours avant. Il y a une cour avant principale où vous avez votre façade de votre bâtiment et vous avez la cour avant secondaire qui se trouve être l'autre coin de rue qui donne sur le côté de votre maison. Ce que mon collègue disait, c'est que ça ne pourrait pas être dans ces cours avant-là, mais tout dans la partie cour arrière de votre résidence. Même si vous êtes sur un coin de rue, vous pourriez avoir une maison de jardin, ou si en latéral, vous avez l'espace de l'autre côté qui n'est pas sur le coin de rue, c'est possible aussi là, d'avoir la maison de jardin. Là. Même si vous êtes sur un coin de rue, effectivement, si votre terrain le permet, si vous avez suffisamment d'espace en cour arrière ou latéral, c'est totalement possible. Là. Parfait. Merci. Merci. En question sur l'article 181, en fait, on veut encore une fois vous inviter à répéter, est-ce qu'on peut vendre une mini-maison qui est sur une propriété? Non, on ne peut pas vendre. Je vais le dire. C'est clair. Comme ça, c'est clair. Merci. Non, on ne peut pas vendre Merci. une mini-maison. On ne peut pas la séparer du terrain de la maison principale. Elle peut être louée. Vous pourriez l'avoir en copropriété indivise, mais pas en copropriété divise. Donc, vous pouvez pas faire 2 lots avec votre terrain pour donner la maison de jardin à quelqu'un d'autre. Ça doit demeurer sur le même immeuble, sur le même lot que votre bâtiment principal, puisque c'est un logement qui est accessoire à votre maison. C'est pas comme un deuxième logement. On parlait tantôt des faux jumelés. Ça, c'est un autre type on doit avoir à la grille de spécification spécifiquement d'autoriser des deuxièmes logements dans un bâtiment principal, d'autoriser à la grille. Ça, c'est vraiment
une unité qui n'est pas à la grille de spécification, qui doit garder toujours son lien. Même si on ne demande plus de lien de sang, là, lui, il doit avoir un lien de construction entre les deux maisons. Parfait, merci. Je pense qu'on l'a bien, bien. Cette fois-là, on l'a eu. Dernière question, Madame Lafont, vous voulez que je vous laisse l'honneur? Non, allez-y. Je vous laisserai l'honneur d'y répondre à ce moment-là. Comme je peux voir, les constructeurs sont très pressés. Que ferez-vous pour vous assurer du respect des règles de la construction des bâtiments? Augmenterez-vous vos inspections lors de la construction? Demande de spectateurs anonymes. Dans le fond, tous les permis de construction qu'on va délivrer, de construction neuve, de maisons, de jardins comme ça, sont inspectés de toute façon. Donc, ça va être inspecté rigoureusement comme les autres permis. C'est la réponse que je peux vous dire. Parfait, merci. Donc, aurions-nous épuisé les questions des gens en ligne? Oh, on a quelqu'un en salle. Il faut que vous alliez au micro parce que sinon, les gens en ligne ne vous entendent pas. Bonsoir. Bonsoir, mon nom c'est Guy, je demeure dans la Haute-Saint-Charles, mais je demeure dans une zone humide. Serait-il possible d'agrandir ma maison pour faire un logement pour ma fille? Vite de même, je suis portée à vous dire non. Évidemment, on est dans le cas particulier, il faudrait voir où passe. Si vous êtes complètement dans la zone Ben là, humide, tu te non. demandes 25 mètres de la Ouais. zone humide. Chose que moi, je suis en dedans de 25 mètres. Sauf que moi, l'idée que j'avais à faire, c'est de prendre mon abri d'auto puis construire un logement vis-à-vis de mon abri d'auto. Puis, sauf que là, ils me disent que vu que je suis en dedans de 25 mètres, là, j'aurais pas le droit. Mais là, je pensais avec le nouveau, j'ai dit, s'ils veulent avoir des habitations, on verra. Ouais. Oui, malheureusement, le règlement de contrôle intérimaire continue de s'appliquer de la même façon. Là. Ça ne change pas, malheureusement, l'application du RCI. Là. Vous êtes soumis pareil. Là. OK, mais si, mettons, je ne ferais pas de sous-sol, mais je bâtirais par en haut, j'aurais-tu le droit? Ben, c'est juste considéré comme une nouvelle construction, on n'a pas le droit pantoute. En hauteur, j'aurais là, on tombe dans les droits acquis. Non, je veux dire, tu sais, mettons, mettre la base sur des pieux, puis après ça, bâtir en hauteur, parce que déjà là, moi, mon carport, il y a déjà 12 pieds de haut, plus la pointe, tu sais, il y a de la place encore en masse. Ça, Là. c'est le genre de question qui est difficile à répondre en consultation publique comme ça, sans voir le cas d'espèce. Là, je vous dirais que c'est très difficile pour nous de répondre en bon québécois, ça a gueule demain. OK. Parfait. Merci. On a une question en ligne qui s'est ajoutée. Donc, Madame Savoie nous demande, est-ce qu'on pourrait revenir sur les restrictions de construction d'un logement au-dessus d'un garage détaché? L'ouverture a modifié cet aspect dans le règlement. C'est pas autorisé pour l'instant. Bien, c'est ça, c'est pas autorisé pour l'instant. Admettons quelqu'un qui a un comble pour ranger des choses dans le garage, on doit avoir un accès via le garage. Donc, c'est vraiment du remisage qui est autorisé. On ne peut pas faire d'habitation, ne serait-ce comme on disait tout à l'heure, que ça doit être étanche au vapeur de gaz. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est autorisé pour l'instant. Puis les garages détachés peuvent être un petit peu plus près de la limite de propriété que le 1,5 m qui est proposé. Donc, souvent, ça ne sera pas compatible, si je peux dire, les deux en même temps. Parfait. Merci. Donc, on aurait fait le tour des questions. Est-ce que ce serait pertinent de revenir peut-être sur les prochaines étapes? Comment, à la présentation, je crois qu'on avait expliqué là, ce qui s'en venait, là, vous rappeler rapidement? Oui, donc ce soir, c'était la consultation publique, puis il y a l'adoption du règlement qui est prévu là, le 21 mai. Dans les prochains jours, si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à nous écrire. Là, on va pouvoir prendre le temps de répondre à tous vos questionnements aussi là, à ce sujet-là. Parfait. Puis on vous rappelle, il me semble que ça fait 1000 fois que je le dis, que la présentation est en ligne. Donc, si vous voulez aller revoir l'information, ça va être disponible. Madame Boucher, le mot de la fin? Eh bien, en fait, merci beaucoup. Merci de vous être présenté, d'avoir posé vos questions. Je pense que vous avez ébranlé un petit peu l'équipe, mais c'est positif, c'est très positif parce que les peurs qu'on a quand on modifie des réglementations ou quand on vient faire une nouvelle réglementation, c'est
c'est finalement d'avoir de l'inquiétude des citoyens. Là, on sent de l'engouement des citoyens. Donc, c'est intéressant pour nous. Vous nous demandez de faire des pas de plus, finalement. Moi, ce que j'ai entendu ce soir, c'est faites des pas supplémentaires. Donc, avec la suite, là, on a entendu, on regarde qu'est-ce qu'on fait dans le contexte du règlement maintenant, puis après des prochains pas. Mais je vous remercie vraiment beaucoup de votre intérêt et des questions et de votre souhait finalement de contribuer aussi à l'ajout d'habitation pour la Ville de Québec, pour l'ensemble des citoyens. Merci. Super, merci beaucoup, Madame Boucher. Merci à nos présentatrices, notre présentatrice officielle qui a super bien fait ça, et puis ses collaborateurs. Donc, on espère là, que vous avez obtenu réponse à la majorité de vos questions. Sinon, je voyais qu'il y a quelqu'un qui rajoutait en ligne à qui on s'informe, comment on fait, tout ça. Je me doutais que ça ressortirait. Donc, il y a toujours le service du 311. Vous pouvez appeler à la ville et là, formuler votre question, ça sera dirigé au bon service. Là, on a des gens de la planification, de l'aménagement. Il y a également des gens de la gestion du territoire. Donc, pas vous adresser directement à une ressource, mais à la ville. Et là, on va vous diriger. Madame, vous vouliez avoir le mot de la fin. Rapidement. Ou vous allez-y, tout d'un coup, Mais ça en fait, je serait. ne connais pas le processus d'adoption des règlements, mais en réalité, est-ce que vous modifiez le règlement avant de l'adopter le 21 mai ou il est adopté comme il est? C'est ça ma question. Il va y avoir des modifications avant adoption, là, notamment justement le fait de permettre le logement d'appoint à l'intérieur d'un bâtiment existant. Donc, ça, c'était l'intention de la Ville. On va venir le clarifier dans la version finale du règlement. Puis, il y a aussi le fait d'exiger là, le plan projet d'implantation. Donc, ça va être des ajouts qui vont être faits. Puis, on va voir si on fait d'autres modifications avant adoption. Là. Donc, en gros, l'intention de consulter, c'est de pouvoir améliorer le règlement qu'on vient adopter en conseil de ville. Donc, on m'a posé la question hier en conseil de quartier. Est-ce qu'il est trop tard finalement pour faire bouger le règlement? L'objectif des consultations, c'est de vous entendre puis de pouvoir améliorer ce qu'on met en place. Donc, merci. Super. Bien, merci beaucoup. Merci aux gens qui sont en salle. Merci à ceux qui sont encore en ligne. On a perdu des joueurs, mais il en reste quelques-uns. Donc, c'était une belle soirée. Merci beaucoup. Puis, bien, une excellente fin de soirée. Bon retour. Merci.